Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Donc, comme l'a introduit Gaël, on va voir en quoi l'IA générative peut vous servir dans le cadre de votre métier d'architecte. Alors, je vais partager Bon, je vais peut-être pas le partager tout de suite, mon écran. Je vais d'abord m'introduire. Moi, je suis informaticien de formation. J'ai travaillé 5 ans pour une grande entreprise du CAC 40 qui s'appelle Michelin, où j'étais chef de projet informatique. Donc, comme vous le comprenez, pas architecte, même si j'ai des notions du métier d'architecte. J'ai quitté cette belle entreprise pour créer une société de e-commerce que j'ai pilotée pendant un peu plus de 10 ans. La pandémie du Covid a mis fin à cette belle aventure, mais par chance, en juillet 2020, il y a le modèle 3 de GPT que vous connaissez sûrement sous la forme ChatGPT, qui est l'ancêtre en fait de ChatGPT, qui est apparu. Et en tant qu'informaticien, quand je suis tombé sur ce modèle, j'étais assez époustouflé de ce qu'on pouvait faire. Ça ressemblait à rien que nous, informaticiens un peu geeks, j'allais dire, connaissions. Et ça fait donc maintenant presque 4 ans que j'utilise l'IA générative pour, à titre personnel, évidemment, mais aussi pour mes clients. Et au bout de 4 années, je suis aujourd'hui, donc j'ai 3 casquettes. Je suis formateur, consultant et conférencier en IA générative. Et aujourd'hui, devant vous, pour essayer de voir en quoi l'IA générative peut rendre service aux architectes. Alors, j'ai partagé mon écran. Donc, j'ai un support. J'espère que tout le monde le voit bien. Pour toutes les questions, je vous laisserai poser les questions dans le chat que je vois sur ma droite. Et éventuellement, Gaël, tu n'hésites pas à me dire s'il y a des choses que je ne vois pas. Bien sûr. C'est parti. Donc, le programme, alors comment je l'ai fait donc, il est articulé autour des 4 points qu'on a vus, donc des 4 use cases ou cas d'utilisation qu'on a identifiés avec 2 architectes, parce que comme vous l'avez compris, je ne suis pas architecte de formation. Par contre, je maîtrise les outils d'IA générative et toute la problématique était de voir dans les grandes activités des architectes comment on pouvait utiliser ces outils d'IA générative. Donc, pas la formation, pardon, la présentation, elle est structurée autour de ces 4 points qui sont comment réaliser des planches d'ambiance avec l'IA, comment formaliser des comptes rendus de chantier grâce à l'IA, comment faciliter la recherche d'appels d'offres grâce à l'IA et comment rédiger une première version d'un contrat d'architecte avec des outils d'IA générative. L'idée, c'est d'introduire un concept générique sur l'IA générative et d'illustrer ce concept plus ou moins avec une démonstration concrète qui vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec quand on maîtrise les outils d'IA générative, mais qu'on ne maîtrise pas forcément le métier d'architecte. Ça veut dire que moi, le rendu, par exemple, pour une planche d'ambiance, moi, je trouve que ça ressemble à une planche d'ambiance parce que je ne suis pas architecte. Mais l'idée, c'est qu'on a une première version, un premier aperçu de ce qu'on peut faire. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Je pense qu'on peut aller plus loin en travaillant évidemment en collaboration. Là, c'est juste ma vue, j'allais dire, de ce qu'est une planche d'architecte. Après chaque démonstration, ce que je vous propose, c'est de commencer à me poser vos questions et ça permettra de faire une pause au niveau des questions. Une partie droite de l'écran n'est pas visible. C'est peut-être parce que j'ai un très grand écran et ça risque d'être compliqué. Est-ce que vous voyez vraiment... Il manque vraiment une partie? Non, enfin moi je vois tout en tout cas. J'ai aucun problème. Bon, Jérôme. ok, on va continuer, sinon ça risque de prendre un peu de temps, Oui. sachant que la majorité des démonstrations seront au centre de l'écran et normalement ça devrait aller. Voilà, donc l'idée est, merci pour vos retours, l'idée est vraiment de poser vos questions sur chaque cas d'utilisation, voire même sur le slide en question, pour éventuellement voir comment peut-être on peut aller plus loin en modifiant les choses, et puis surtout de me faire un feedback, de me dire oui, c'est intéressant, oui, ça c'est une planche d'ambiance, ça nous fait gagner du temps. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est toujours une première version d'un rendu. Évidemment, souvent, en fait, on a besoin de reprendre des éléments, mais ce qu'on remarque, c'est que dans certains cas, ça vous fait 80% du travail, ou ça permet, dans le cadre des planches d'ambiance, j'allais dire, en quelques clics, d'aller proposer 3 planches d'ambiance légèrement différentes à vos clients
sans avoir forcément passé 2 heures ou 4 heures, je ne sais même pas combien on met de temps pour faire une planche d'ambiance, et de pouvoir proposer ça de manière très rapide pour avoir une première idée en disant, OK, moi, c'est plutôt, j'allais dire, le loft industriel urbain que je trouve intéressant, et pas forcément le loft contemporain, j'ai une connerie, et ce qui vous permet d'avoir une première planche d'ambiance que vous allez retravailler par la suite, mais vous savez déjà que votre client veut aller là-dessus. C'est un peu l'idée. Et là, c'est parti. Alors, ça, qui suis-je? Je me suis déjà présenté. Alors, l'IA générative. De manière assez simple et globale, à quoi sert l'IA générative? Donc, l'IA générative, ça sert à déléguer ces tâches pénibles, répétitives et chronophages. Tout cela pour faciliter et simplifier son quotidien professionnel. On peut voir ça un peu comme un assistant à qui on donnerait toutes ces tâches qui ont moins de valeur ajoutée et qui prennent du temps. Et en fait, donc voilà, c'est un peu un assistant. On peut voir l'IA générative comme un assistant. Concrètement, qu'est-ce que ça fait, l'IA générative? En fait, ça fait une seule chose, ça crée du contenu. Et ça crée du contenu, on va dire, dans l'espace numérique. Et il y a 4 types de contenu. C'est le contenu textuel, le contenu visuel, le contenu audio et le contenu vidéo. Aujourd'hui, les outils d'IA que vous devez connaître comme ChatGPT génèrent majoritairement du contenu textuel. Pourquoi? Parce que dans 80%, j'allais dire dans 80% du monde professionnel, la majorité du contenu est textuel. Dans certains métiers, dont le métier d'architecte d'ailleurs, on a un contenu visuel à produire et tout ce qui est audio et vidéo est encore un peu à la marge. Donc, pour ce premier slide, s'il n'y a pas de questions, que pensez-vous de Llama 3 en 7B? Alors, Llama 3, pour info, c'est le modèle open source de Meta. Donc, il y a un modèle gratuit que tout le monde peut utiliser. Alors, 7B, c'est la taille du modèle. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un modèle 7B est quand même, pour l'avoir testé, quand même beaucoup moins performant qu'un modèle 70 qui est une taille plus grosse. Généralement, le modèle Llama, donc pour répondre à Pascal, le modèle Llama qui est disponible sur des plateformes comme Po, c'est plutôt le modèle 70B qui est à peu près équivalent en termes de performance à GPT-4 ou maintenant GPT-4o, si ça répond à votre question. Donc, je vais passer sur le premier exemple qui est comment s'aider de l'IA générative, je vous en prie, pour réaliser une planche d'ambiance. Alors, donc j'ai créé, j'espère que tout le monde voit bien. Normalement, ça devrait être bon, c'est assez grand. Donc là, j'ai créé un assistant, on appelle ça un GPTs, un assistant IA spécialisé, où son rôle, c'est de créer des planches d'ambiance, c'est ce que j'ai mis là. Je réalise vos planches d'ambiance à partir d'une description, Donc c'est là où mes compétences d'architecte s'arrêtent. Donc dans le cadre d'un loft industriel, donc par exemple, dans ce cas précis, je lui dis, voilà, moi, je veux une planche d'ambiance pour un loft industriel urbain. Les matériaux que je veux utiliser, c'est des briques apparentes, métal brut, béton, poli. Bon, ça ne vous surprend pas, j'imagine. Et la palette de couleurs, c'est gris, noir et cuivre, ce qui correspond aussi au type de matériaux. Donc, on lui spécifie les matériaux et la palette de couleurs, et lui va générer une première version d'une planche d'ambiance qui va normalement répondre à cette demande. Alors, je vous en ferai plusieurs. Je vais vous faire la maison de campagne contemporaine, je vais vous faire l'appartement minimaliste scandinave, la ville méditerranéenne. Je vais en passer 4-5 comme ça pour voir les différences. Donc là, ChatGPT utilise le modèle de génération d'images qui s'appelle DALL-E. Et voilà ce qu'il nous a fait. Alors, on peut le mettre en grand. Oui, on peut le mettre en grand. Donc, je sais, en fait, je ne saurais pas dire, c'est là où ma compétence d'architecte s'arrête. J'imagine que ce n'est pas parfait, parce que c'est une première version, mais ça permet comme ça d'avoir une première version d'une planche d'ambiance. Alors évidemment, ce n'est pas forcément la manière dont vous la faites, mais je pense qu'en précisant un peu plus, donc comme vous avez vu, ici, j'ai simplement mis matériaux, palette de couleurs, donc je lui ai laissé énormément de liberté sur la planche d'ambiance. Si je lui avais dit, par exemple, je veux que la partie du haut soit des photos d'intérieur, que la partie du bas soit des matériaux, bon, ce qui est déjà un peu le cas, et puis la partie de gauche, la palette de couleurs, je pense qu'on aurait quelque chose d'un peu plus précis. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple qui va un peu trancher, donc la villa méditerranéenne. Donc pareil,
Là, je lui fais un copier-coller de ce que je veux, donc les matériaux et la palette de couleurs. Et on va voir ce qui va nous sortir. Alors, si vous voulez rebondir et réagir sur le fait, bah non, sur une planche d'ambiance, ce serait bien quand même d'avoir un dégradé de couleur ou d'avoir, je ne sais pas, une vue extérieure, une vue intérieure. N'hésitez pas à me le mettre dans les questions-réponses. Ça me permettra, moi, d'essayer d'affiner mon prompt, mon instruction, pour voir si lui est capable de répondre à ce besoin. Donc là, je ne sais pas si cette planche d'ambiance est vraiment un élément qui peut être utilisable pour un premier jet dans... alors là, je fais des choses assez différentes, mais on va tester l'appartement minimaliste scandinave pour voir ce que ça donne. L'idée, je pense, évidemment, si vous avez quelqu'un qui veut faire un loft, vous n'avez pas pu lui proposer une villa méditerranéenne et un loft, mais vous avez peut-être pu proposer un loft, j'allais dire, industriel urbain. Vous allez pouvoir lui proposer un loft style scandinave, je ne sais pas si ça existe, ou un loft style méditerranéen. D'ailleurs, ce sera assez marrant d'essayer. On va reprendre celui-là. Je ne sais pas si c'est pertinent. Donc, loft dans le style. Donc là, je modifie mon prompt. Dans le style méditerranéen. Hop, je vais lui mettre les matériaux. Hop, et on va voir si il me fait un loft. Alors, j'ai déjà des retours, c'est intéressant. Alors, on me dit c'est plus de la décoration et pas de l'architecture. Ok, mais alors qu'est-ce qui... c'est intéressant comme retour, mais qu'est-ce qui manquerait ou qu'est-ce qui serait plus proche de ce qu'on pourrait attendre d'une planche d'ambiance? Si vous pouvez mettre un lien vers un site ou même... Bon, il m'a refait quelque chose d'assez méditerranéen. Un lien vers un site ou un lien vers une planche d'ambiance ou un rendu attendu, je pense que ça pourrait m'aider dans ce cas présent. Donc là, je vois, on croirait Pinterest, volume composition architecturale. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Pascal. Oui, peut-être que ce qui pourrait être intéressant, là, c'est que les personnes qui se sont manifestées puissent envoyer un lien, alors, dans le Ouais, pour chat me ou dans guider. l'onglet QR à Jérôme, hein, comme on l'a indiqué au tout début. Jérôme n'est pas architecte. C'est vrai que quand on a travaillé avec l'agence Lubide Archi, on était effectivement sur ce type, sur ce type de planche d'ambiance, hein. J'étais Alors, je présente. comprends Donc, le idée générale de volume, de plein et de vide, mais comment ça se... En fait, il faudrait que je puisse décrire plus précisément ce que j'attends dans mon image. Est-ce que l'idée, c'est d'avoir une image avec, j'allais dire, la partie du haut où on voit l'intérieur avec différents angles, pardon, la partie du bas, les matériaux, et puis une palette de couleurs en bas gauche, je ne sais pas. Si j'avais des choses plus précises, ok, merci pour le « nous ne sommes pas décorateurs », ça j'entends bien. Alors, on me demande comment importer un projet architectural défini en 3D par nos soins. Alors, comment importer? Aujourd'hui, les outils d'IA générative, ils génèrent du contenu. Ils ont la capacité de voir, de voir une image, de voir un contenu, et ensuite, on peut le questionner dessus. Mais j'ai du mal à voir comment importer un projet architectural défini en 3D par nos soins. En fait, on peut importer des images en cliquant sur le petit trombone en bas à gauche. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc, sans plus de précision, j'aurais du mal à répondre, en fait. oui, alors moi-même n'étant pas architecte, je n'ai pas effectivement de production 3D Alors, comment sur mon être... Alors, ordinateur. ça, c'est une question à laquelle j'ai la réponse. Comment peut-on être sûr que les éléments proposés ne sont pas assujettis aux droits d'auteur? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute image générée par un outil d'IA générative vous appartient. Ce qu'il faut faire attention, c'est l'utilisation qu'on en fait. Toute image est unique parce qu'elle est générée à partir de rien. Évidemment, si vous avez un gros tableau Warhol au milieu, on est d'accord que c'est quand même protégé par la propriété intellectuelle. Donc là,
vous êtes conscient que vous avez, je ne sais pas, peut-être dans le cas d'une planche d'ambiance, on a le droit de l'utiliser, mais que si on l'utilise, c'est qu'il y a quand même une propriété à quelqu'un. Mais globalement, tout ce qui est généré vous appartient. C'est vraiment les droits d'auteur vous appartiennent. Est-il possible d'avoir connaissance des sources iconographiques utilisées? Alors, un modèle d'IA générative ne fournit pas ses sources parce qu'en fait, il a construit ses connaissances sur Internet, donc en particulier sur l'image. Ce qui s'est passé, c'est que lui a vu des milliards d'images et c'est comme ça qu'il sait que quand on lui dit représente-moi une maison, il représente une maison, un chien c'est un chien c'est un chat, etc. Mais globalement, il ne cite pas ses sources parce qu'il n'a pas, comment dire, il les a pas gardées, il n'y a pas de base de données en particulier, c'est juste qu'il a appris. C'est comme si vous avez appris sur une centaine de livres qui n'avaient pas de couverture. Vous avez les connaissances, mais vous ne saurez pas citer le nom de chaque livre. Donc c'est pour ça qu'un outil d'IA générative ne cite pas ses sources quand il fait appel à ses connaissances. Alors du coup, j'ai un type de prompt que je vais pouvoir éventuellement utiliser. Donc on m'a dit, voici des représentations d'une architecture volumétrique moderne de style loft. Alors, on va essayer ça. Je veux une représentation d'une architecture volumétrique d'un style loft. Un style loft, des murs. Ok, donc on va essayer ce prompt pour voir si... Alors, visiblement, il a besoin de plus d'informations. Ok. Je vais redonner ça, c'est pas très grave. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'IA générative, globalement, c'est une technologie qui est très jeune. Ça, les gens, c'est connu depuis 1 an et demi au niveau du grand public. Donc, évidemment, tous ces outils ont des limites. Toutes ces limites, on les voit en fait dans le rendu. Donc, dans certains cas, c'est pas fou, mais dans certains cas, ça génère une première version qui vous fait gagner du temps. Je ne sais pas si ça peut vous aider dans la planche d'ambiance, mais aujourd'hui, alors je ne sais pas si ça est déjà plus parlant pour vous en termes d'image ou si on est encore loin de ce qu'on peut attendre. Donc c'est le prompt, c'est Pascal qui me l'a envoyé. Alors, est-il possible de lui envoyer le contenu de notre production pour qu'il s'en inspire? Alors oui, il y a des modèles qui permettent d'utiliser la structure d'une image. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, alors si vous avez une planche d'ambiance à m'envoyer, vous pouvez me l'envoyer. Vous pouvez me l'envoyer, me mettre un lien ou me l'envoyer par mail, je dirais. Ça permettrait de pouvoir utiliser la structure générale de l'image. Donc ça, c'est des choses qu'on peut essayer. Alors, Evolab exploite l'IA pour une conception architecturale. Un prompt, c'est une instruction, pardon. Un prompt, c'est quand vous parlez à un outil. C'est plus parlant. Ok, donc c'est déjà un peu mieux. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les outils comme ChatGPT et d'autres outils sont des outils qui sont génériques. Donc, ça veut dire qui sont des outils ce qu'on appelle standalone, qui sont à côté de vos outils d'architecte. Vous, en tant qu'architecte, vous utilisez des outils métiers ou même des outils en ligne. Et en fait, l'IA générative arrive ou va arriver dans vos outils métiers, mais il faudra utiliser votre outil métier. Aujourd'hui, moi, d'une, je ne suis pas architecte, donc je n'utilise pas ces outils. Et le deuxième point, c'est que le temps que ça arrive dans les outils métiers, ça va prendre un peu de temps. Aujourd'hui, pour tout ce qui est design, ceux qui l'ont bien intégré, évidemment, c'est Adobe. Mais c'est encore que les débuts. Dans vraiment les outils d'architectes spécifiques métiers, je ne sais pas où en sont les éditeurs. Mais là, ça va être aux éditeurs de faire entrer de nouvelles fonctionnalités avec l'IA générative et à contrario avec ce que peut faire un chat GPT de manière générique. Je ne sais pas si ça vous aide. On me dit qu'il y a un plugin d'IA qui existe, pour SketchUp et SketchUp Diffusion. Alors, je ne suis pas allé faire le tour de tous les outils existants pour les architectes et les plugins. Je pense qu'il y en a qui existent. Je pense que aussi c'est là peut-être à vous aussi de faire de la veille. Moi, ce que je sais, c'est utiliser les outils génériques comme ChatGPT ou Adobe Firefly ou Midjourney, etc. pour générer du texte et de l'image.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Autodesk est en train d'intégrer en natif cela. Oui, c'est pas déconnant. Donc, enfin, de toute façon, tous vos outils métiers vont intégrer l'IA générative et en se basant sur leur propre modèle d'IA ou des modèles d'IA existants. Mais globalement, ça finira par venir à vous et être poussé à vous. C'est un peu comme pour ceux qui utilisent Microsoft. On voit maintenant apparaître Microsoft Copilot dans Office 365 et on est en train de pousser l'IA générative aux gens via une fonctionnalité supplémentaire. Donc, il y a ceux qui ont pris, comment dire, qui ont souhaité utiliser ChatGPT de manière volontaire parce qu'on ne leur a pas mis ça, on leur a pas poussé ça, en fait. Et il y a ceux où l'IA générative va être poussée à eux via les outils Microsoft, via des outils comme, je ne sais pas si vous utilisez, c'est AutoCAD, Autodesk et compagnie. Donc, ça va venir à vous. Donc, il y a vraiment deux manières d'avoir l'info. Si on lui demande de générer un plan de maison, alors, on peut lui demander de générer un plan de maison. Si quelqu'un peut me décrire un plan de maison, alors du coup, on va passer peut-être sur un chat GPT classique. On peut lui demander réalise un plan de maison, on va le dire, d'architecte pour une famille de 4 personnes de la classe moyenne. Ça donnera une idée du budget. Tac. Donc là, il est en train de me la décrire. Je veux une image de ce plan de maison. Donc je vais laisser finir. Donc il est en train de, on va mettre basé sur ta description textuelle. Parce que visiblement, ok, donc on va voir ce qu'il me fait. Alors c'est toujours pareil, c'est que là je vais demander un plan de maison. Alors la version que j'utilise, c'est la version payante, mais aujourd'hui, la version gratuite vous donne accès au modèle ChatGPT 4o de manière très limitée. Et elle n'a pas la possibilité de faire des images. N'oubliez pas que la version payante, c'est 25 € par mois. Donc c'est quasi gratuit en fait, par rapport à ce que ça fait. Alors, bon, il m'a fait une vue en 3D. C'est plutôt joli, je ne sais pas si c'est pertinent. Alors, n'oubliez pas que ça reste des images, donc JPEG ou PNG, je ne sais pas, WebP, bon, peu importe. Donc, c'est pas éditable au même titre que c'est pas du vectorisé, c'est pas du Photoshop avec des calques, du Canva, c'est pas un format Autodesk, AutoCAD et compagnie qu'on peut importer et qu'on peut modifier. Ça reste une image figée en pixels aujourd'hui. Alors, donc là, je lis. Quand je rentre le prompt dans mon chat GPT, clairement, il me décrit comment je dois organiser ma planche, mais ne génère pas d'image. Alors, si vous utilisez la version gratuite de chat GPT, il ne vous générera pas d'image. Si vous avez une version payante, il faut vraiment lui dire réalise-moi une image 2 ou réalise-moi un dessin 2 ou une photo 2. Et là, il va comprendre que vous attendez une image et pas du texte. C'est très américain et pour une classe moyenne avec la piscine au milieu, c'est quand même, je suis assez d'accord, c'est quand même surdimensionné. Donc là, je pense qu'en fait, on voit qu'un chat GPT et un DALL-E qui est fait pour réaliser de l'image, c'est pas très pertinent pour la partie architecturale. C'est pour ça, je pense que quand on a discuté avec les deux architectes pendant 2 heures, on trouvait que la planche d'ambiance, c'est ce qui était le plus pertinent et pas forcément le dessin. En fait, je croyais pas trop au dessin architectural. Alors, il y a aussi du Stable Diffusion qui existe. Je ne suis pas convaincu que ça fasse mieux, mais on peut essayer d'autres outils. On va essayer le dernier qui n'était pas trop mal. Alors, on a Stable Diffusion, mais on va voir ce que ça va donner. Alors, donc ça, c'est un autre outil que je pourrais vous donner à la fin du webinaire qui permet éventuellement de générer d'autres images. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, c'est une autre planche d'ambiance. Bon, là, en l'occurrence, vous voyez qu'il ne m'a pas fait de planche d'ambiance. Je crois que j'avais déjà fait des tests et je trouvais que ChatGPT était le plus pertinent sur de la planche d'ambiance. Ce que je vous propose, c'est d'avancer
Ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT est un outil à la base de génération de texte et qui n'est pas un outil de génération d'images. C'est plutôt Midjourney qu'un outil de génération d'images, mais on génère de l'image à base de pixels. Donc, on n'y est pas encore. Je pense que les gros intérêts d'IA générative, c'est quand ça va rentrer directement dans les outils métiers ou quand les outils d'image seront plus pertinents. Pourquoi ils ne sont pas pertinents, pas très pertinents sur tout ce qui touche au métier d'architecte? C'est parce qu'en fait, ils apprennent sur globalement toutes les images qu'ils ont trouvées sur Internet. Et la majorité des images qu'on a sur Internet, c'est des images avec des personnes. C'est des images, je ne saurais pas dire, ou des animaux, peu importe, des paysages. Mais on a moins de plans d'architectes qui se baladent. Et ce qui fait qu'il est moins pertinent et il est moins performant sur des plans d'architecte ou des planches d'ambiance, parce que justement, il en a eu très peu pour apprendre. C'est comme ça qu'on peut aussi savoir si un modèle va être pertinent ou pas. Ce que je vous propose, c'est d'avancer un peu, d'aller sur la partie textuelle, où là, il est quand même un peu meilleur, parce qu'à la base, c'est un modèle de génération de texte. Alors, rapidement, quelques chiffres. Donc ça, c'est des études qui ont presque 1 an. Globalement, je ne vais pas vous les détailler, mais ce qu'on remarque, j'en lisais une ce matin qui est encore plus récente, ce qu'on remarque, c'est que les études montrent qu'on gagne à peu près 15% de productivité. Globalement, les études, elles se corroborent assez. Moi, mon constat personnel, c'est dans l'utilisation quotidienne et presque intensive de l'IA générative, on peut avoir de 30 à 75% de gains de productivité. Ça dépend des secteurs. Dans le secteur de la communication, on peut largement arriver à des taux de 75%. Dans les secteurs de la gestion des opérations clients, gestion de la relation client, on arrive aussi à des taux au moins de 50% très élevés. Dans une utilisation quotidienne en tant que consultant, cadre, ce genre de choses, on peut arriver largement à 30% de gain de productivité. Donc, pour faire simple, sur une journée de 5 jours, c'est 1 jour et demi de gagné. Donc, je vous laisse multiplier par le nombre de semaines et le nombre d'années où vous allez travailler. Ça fait une sacrée quantité de temps gagné. Après, la question, c'est qu'est-ce que vous faites de ce temps dont vous disposez? Est-ce que vous décidez de prendre plus de temps pour vous, pour votre famille, ou est-ce que vous décidez de passer plus de temps à travailler pour aller chercher plus de chiffre d'affaires? Ça, c'est vraiment un choix. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait gagner en temps et en qualité de travail. Ça, c'est indéniable. Alors, concrètement, des exemples, s'il vous plaît. Des exemples de quoi? Merci Irma pour votre question, mais est-ce que si vous pouvez être plus précise, ça m'aiderait dans la partie des exemples. Ah, de gain de temps. Alors, on va le voir par la suite. On va le voir par la suite. Donc, on avait des cas qui étaient, par exemple, quand vous faites rédiger un contrat, quand vous faites de la réponse aux appels d'offres, etc. On va voir que c'est des cas dans lesquels on gagne du temps. Alors, la planche d'ambiance, je ne sais pas si c'est utilisable ou pas, mais globalement, alors ce qu'il faut se dire aussi, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, peut-être que les modèles ne sont pas assez puissants pour faire des planches d'ambiance, mais gardez-le en tête parce que demain, ce sera le cas. Et aujourd'hui, demain, quand vous ferez 5 planches d'ambiance différentes avec 5 prompts ou 5 instructions, vous gagnerez quand même un temps assez énorme que d'aller chercher sur Internet et les faire vous pour montrer, donner une première idée de l'ambiance que le futur loft, la future maison, etc. pourra ressembler. Donc, le truc, c'est pas il sait faire, il sait pas faire. C'est que dans tous les cas, il saura faire. Donc, c'est comment j'identifie ça. Je suis en veille active et demain, je sais que je gagnerai du temps. Donc, concrètement, pour répondre à votre question, si ça fait vos planches d'ambiance, ça vous fait gagner du temps. Alors, j'en étais où? Donc, peut-on l'utiliser pour effectuer des recherches sur les normes DUT Code jurisprudence française? Oui, on peut l'utiliser. Si vous me donnez Marc, si vous me donnez un exemple concret, je peux faire une recherche en direct. Et conseillez-vous l'IA en ligne ou en local? Alors, l'IA en ligne ou en local. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que faire tourner un modèle d'IA pertinent en local, il faut quand même un ordinateur avec des cartes graphiques. Il en faut au moins pour 5 000 € d'investissement, au bas mot, pour faire tourner un Mistral 8X 7B, là, qui n'est pas forcément le plus performant, mais il faut une machine à 5 000 €.
Pour faire tourner un modèle comme Llama 3, alors je ne sais pas exactement, mais ça va être des ordinateurs qui sont relativement puissants et qui vont coûter plusieurs milliers d'euros pour faire tourner ces modèles, sachant qu'on peut y accéder gratuitement en ligne. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de monter une machine à 5 000 euros pour faire tourner un modèle. Encore, il faut l'installer, ce n'est pas évident. Utiliser les modèles en ligne, évidemment. Et particulièrement aujourd'hui, celui qui reste le plus pertinent, ça reste encore ChatGPT, et on a bien l'impression que c'est parti pour rester. Alors, question de sécurité ou de confidentialité des données, on va en parler juste après. Voilà, dans les slides, je vais aborder cette question, donc du coup, j'y répondrai dans le cadre de la présentation. Alors, rapidement, donc pour répondre plus ou moins aux questions, les bénéfices de l'utilisation de l'IA générative au quotidien, donc c'est vraiment un gain de temps. C'est une amélioration de la qualité du travail rendu, plus d'autonomie et une plus grande créativité. On peut s'en servir pas mal pour s'inspirer. Ça induit une réduction du stress au travail, parce que quand vous êtes plus productif, vous réalisez le travail attendu en moins de temps, ce qui fait diminuer votre stress. Et à long terme, c'est une vraie amélioration du bien-être au travail. Moi, autant vous dire que mon travail est plus agréable qu'avant, du fait que j'ai plein d'assistants qui font toutes ces tâches qui sont assez chronophages et qui ont peu de valeur ajoutée. Ensuite, les bénéfices pour les entreprises. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une technologie qui a à la fois des bénéfices pour les collaborateurs et pour les entreprises. Alors, des fois, on est les deux. Quand on est indépendant comme moi, on est un peu ou les chefs d'entreprise ou les indépendants. En gros, tout le monde y gagne. Comme vous l'avez compris, si vous ou si chaque collaborateur gagne en productivité, vous avez une productivité globale qui augmente, et idem pour la qualité du travail rendu. Et évidemment, les résultats, c'est réduction des coûts opérationnels, avantages concurrentiels, rétention des talents, etc. etc. Je vous enverrai le support de la formation, je vais pas vous le dire, mais globalement, il y a quand même des vrais avantages à l'utiliser au quotidien. Ce que je vous propose, c'est de passer sur le deuxième exemple, qui est la réalisation et la mise en forme d'un compte-rendu de chantier à partir d'un enregistrement audio. Alors, ce que j'ai fait pour cette partie, hop, il est là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simulé, alors j'ai demandé évidemment à ChatGPT de me faire j'ai simulé en fait une visite sur un chantier et un compte-rendu oral que j'aurais pu faire. Alors, ça donne ça. Enregistrement audio, compte-rendu de chantier. Voilà, j'ai enregistré ça Nous sur mon sommes smartphone. aujourd'hui le 21 mai 2024. Le projet concerne la construction du centre culturel de Clermont-Ferrand. L'adresse se trouve rue des Beaux-Arts à Clermont-Ferrand et je suis le seul à participer à cette. Je suis architecte en charge du projet de construction. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mai 2024 et je vais vous faire un compte-rendu de notre visite de chantier effectuée ce matin. Alors, pour commencer, l'objectif de la visite est c'est un peu entrecoupé. Porteur du rez-de-chaussée. Observation générale, globalement les travaux avancent bien, les fondations sont terminées et semblent conformes aux plans et spécifications. C'est une bonne nouvelle car c'était une étape critique. Actuellement, les murs porteurs du rez-de-chaussée sont en cours de réalisation. Bon, je ne vous fais pas tout l'enregistrement parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. En fait, c'est simplement pour illustrer le fait qu'en sortant de sa réunion chantier, on peut faire un compte-rendu audio sur son smartphone. Évidemment, l'idéal, ce serait d'enregistrer la réunion avec les personnes qui sont dans la réunion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses. C'est que déjà, les gens ne sont pas à l'aise à se faire enregistrer. Alors, autant quand on fait une visio comme aujourd'hui, les gens sont assez à l'aise. Puis de toute façon, j'allais dire, entre guillemets, c'était le deal. Mais autant quand vous êtes dans une réunion avec des gens physiquement, d'enregistrer, les gens ne sont pas à l'aise. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut avoir le consentement de chaque personne et idéalement le consentement que vous avez enregistré en audio. Ça, c'est pour la partie légale et juridique. Et donc, si vous avez ça, c'est quand même plus pertinent. Donc, pour aller à la fin de cet exemple, après, je regarderai les questions. J'ai donc fait ce compte-rendu audio. Ce compte-rendu audio, j'ai utilisé un outil comme Riverside où je vais uploader en fait ce compte rendu. Donc, voilà, donc ça c'est mon audio de mon smartphone que je me suis envoyé directement sur mon ordinateur, par mail, par WhatsApp, ce que vous voulez.
Et ça, en fait, c'est un outil qui va simplement retranscrire l'audio en texte. Donc, il va faire une retranscription. Alors, je ne vais pas attendre que ça fasse sa retranscription, mais ça le fait plutôt bien. Sachez une chose, c'est que les informations que vous donnez sur Riverside, qui est un outil gratuit, peuvent être utilisées pour en faire ce qu'ils veulent. Donc, je vous dis, en termes de confidentialité, ce n'est pas le must. Il y a des outils qui permettent où vos données restent confidentielles. Et Riverside, ce n'est pas le cas. Donc, globalement, ça nous fait un compte-rendu de chantier. Alors, je vais vous faire un copier-coller du compte-rendu. Et hop, là, j'ai créé un autre assistant spécialisé qui s'appelle compte-rendu de chantier, il porte bien son nom, et qui réalise les comptes rendus de chantier. Donc pour ça, je colle en fait l'enregistrement audio que j'ai fait et que j'ai fait retranscrire par lui. Bon, il est encore en train de le faire. Et lui va me retranscrire ça selon un format qui va bien, compte rendu, participant de la visite, Jérôme Varonne, Dupont, introduction, observation générale. Bon, là, on a vraiment un assistant qui met en forme un compte rendu audio qui est un compte rendu complètement déstructuré. Et lui, donc, il va vous le structurer. Voilà, fin d'enregistrement. Donc ça vous permet de gagner du temps. Et ce compte rendu, évidemment, il faut le relire. Il faut toujours relire ce qui est généré par l'IA. Et une fois que vous l'avez relu, eh ben, vous pouvez simplement l'envoyer à tous les participants par mail. Et je pense que ça, c'est un gain de temps qui est non négligeable. Alors, ce qui se passe, c'est que ça reste un compte rendu qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas très bien formaté. Donc, vous avez la possibilité, pour ceux qui l'ont ou pas, d'utiliser Microsoft Copilot, de Microsoft Word avec Copilot. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement fait un copier-coller du compte-rendu de chantier qui était là. Ah oui, à lui, évidemment. Et je vais sélectionner tout ça et je vais lui dire formate-moi ce texte en mettant des titres, sous-titres, bullet point, etc. Et là, donc, Microsoft Copilot, c'est l'IA de GPT qui va être intégré à Copilot pour le mettre en forme, ce qui est quand même plus sympa que cette version un peu basique. Et là, entre guillemets, en 2 clics, en 2-3 clics, en assez peu de temps, vous avez formalisé un compte-rendu de chantier et vous l'avez à la fois formalisé et à la fois mis en forme pour pouvoir l'envoyer. Vous le mettez en PDF, vous l'envoyez en PDF, ou vous pouvez l'envoyer via un mail. Donc là, on va laisser finir sa mise en forme. Et là, je vais passer aux questions. Ah oui, ok, d'accord. Je vais revenir aux questions parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, je ne sais plus où on s'était arrêté. Question de sécurité, on y viendra tout à l'heure. Quid de la propriété commerciale pour les normes? Ah oui, alors ça, c'était pour les normes. Donc, je vais le faire après. Ok. Alors, existe-t-il, je vais répondre à toutes vos questions, mais je vais essayer de les prendre dans un ordre assez logique. Existe-t-il une IA qui génère un résumé à partir d'un document? Oui, ça, vous avez ChatGPT qui le fait très bien. Bon, je ne vais pas vous le faire, mais globalement, ChatGPT gratuit ou payant, vous uploadez votre document. Hop. Un document PDF qui va bien. Donc ça, c'est un e-book que j'utilise pour mes formations, qui s'appelle ChatGPT pour les nuls. Bon, je ne vous le conseille pas, il n'est pas fou. Et je peux lui dire, résume-moi ce document PDF. Alors, ça marche pour tous les documents. PDF, je vais le mettre sous forme de liste à puces. On voit qu'il est en train de lire le document et ensuite, il va me parler de ChatGPT pour les nuls et il va me faire un résumé. Donc ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Je reprends mes questions-réponses. Alors, donc j'ai pas oublié celle sur la... Ok.
Quand vous dites que vous avez créé le ChatGPT, compte rendu de chantier aux planches d'ambiance, qu'est-ce que cela signifie? Alors ça, ce qu'on appelle les GPTs. En fait, les GPTs sont ce que j'appelle des assistants IA spécialisés où on les a configurés ou paramétrés pour répondre à une demande, une tâche spécifique. Réaliser des planches d'ambiance, réaliser des comptes rendus de chantier, réaliser des contrats d'architecte, rechercher des appels d'offres, etc., etc. Donc, c'est vraiment des GPT spécialisés. On appelle ça les GPTs chez OpenAI. Le cadre juridique impose une mise en forme plus poussée. Un lien avec Notion ou Make pour gérer cela. À ma connaissance, non. Mais alors, Make, en même temps, Make, c'est plutôt si on parle de Make.com, c'est un outil d'automatisation. Ou en tout cas de no-code en automatisation. Par contre, Notion, je pense, j'utilise pas Notion, mais à mon avis, il y a un outil d'IA générative dans Notion, et il faudrait tester en sélectionnant tout, en lui demandant de mettre en forme, selon une mise en forme attendue, si ça fonctionne. Donc, je pense qu'il faut le tester, en fait, sous Notion. Et à mon avis, Notion, Coda, Word, ils vont tous intégrer leurs outils d'IA générative. Donc là, en fait, il faut le tester. Honnêtement, quand vous avez une question, ou vous le testez, ou vous demandez à ChatGPT ou à Google s'il y a la réponse. Est-ce que ChatGPT peut intégrer le compte-rendu audio à mon modèle type? Oula, alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un modèle type, Valérie. Un compte-rendu audio à mon modèle type, quid des photos? Les photos, dans tous les cas, les photos, il va falloir les intégrer vous-même. Parce que lui, il va générer du texte. Et quand il génère une image, elle va être en dehors du texte. Il ne vous génère pas des Word ou des PDF, en fait. Donc, pour le moment, on est encore, il va falloir intégrer les photos. Comment vous configurez le GPT spécialisé? Je sais, ça va être un peu, je peux vous le faire voir, mais mon document type compte rendu de chantier. Alors, je vais reprendre les deux autres questions avant d'oublier. Donc, la première, c'était sur les normes. Alors, peut-on l'utiliser pour effectuer des recherches sur les normes? La propriété commerciale pour les normes et les documents juridiques, les documents techniques unifiés. Ok. Mais je ne comprends pas la question, en fait, Jacques. Puis de la propriété commerciale pour les normes. Il faudrait quelque chose de plus précis parce que je ne suis pas architecte et documents techniques unifiés, ça ne me parle pas trop. Alors ça c'est plutôt facile. Là, c'est la question qui est posée, c'est combien faut-il d'unités de secours dans la salle de restauration de 430 mètres carrés pour un lycée? Alors, je ne connais pas la réponse, mais visiblement, il en a une idée. Alors, si vous avez ChatGPT, vous pouvez lui poser. Hein. Alors après, il fait des suppositions en termes de nombre de sorties. Bon. Apparemment, je ne sais pas ce que c'est un BAES, mais il faudrait 9 unités de secours dans une salle de restauration de 430 mètres carrés. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. C'est là où moi, ma limite de connaissance d'architecte entre en jeu. Mais globalement, c'est vrai qu'une des règles principales, c'est de toujours garder un esprit critique sur la réponse. Vous, ça vous parle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait le calcul, donc il a donné toute la logique de sa réflexion. Et si vous suivez sa logique et que ça vous paraît pertinent et que le chiffre vous paraît pertinent, eh ben, ça vous fait gagner du temps. C'est vrai qu'il est plutôt assez loquace, on va dire, ChatGPT. Tous les outils d'IA générative sont assez loquaces et ils ont tendance à vraiment tout expliquer, la manière dont ils ont fait leur réflexion et leur analyse. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est là où mes limites arrivent. Je vais reprendre les dernières questions. Alors, pareil, donc là, j'ai une autre question qui est quelle est la réglementation incendie dans un atrium ou pour un atrium? Donc là, il en a une idée. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si cette information est présente sur Internet, avant était présente ou est présente sur Internet, il les a forcément dans ses connaissances. Après, la précision de la réponse, eh ben, elle dépend de la quantité de données qu'il a eues. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous lui donnez, dans la réglementation incendie pour les atriums, s'il existe une norme, un document PDF qui parle de la
de la réglementation incendie pour l'Atrium, vous pouvez lui uploader en pièce jointe le document qui va bien, PDF, et lui poser la question en lui disant, en te basant sur le document PDF qui correspond à ces normes, en te basant sur ce document, eh ben, quelle est la réglementation incendie dans un atrium. Ça lui permet de lui donner des connaissances en plus qu'il a prises, mais qu'il n'a pas forcément de manière très détaillée. Alors, j'ai toujours pas, Valérie, je suis désolé, mais est-ce que ChatGPT peut intégrer le compte-rendu audio à mon modèle type des photos, mon document de type compte-rendu de chantier? Alors, est-ce que ça veut dire que... Ah oui, je vois l'idée. Oui, il peut s'inspirer du modèle, et de toute façon, c'est un exemple qu'on va voir ici, qui est réalisation de contrat d'architecte. L'idée, c'est je pars d'un modèle de contrat d'architecte, je prends les informations que j'ai besoin et je vais vous rédiger un contrat basé sur les informations et aussi basé sur ce modèle. Donc ça, c'est quelque chose qui fait plutôt pas mal. Donc je vais l'illustrer, Valérie, si vous voulez bien, je vais l'illustrer dans le modèle de contrat. Alors, je continue. Alors, ces fonctions semblent accessibles uniquement sur la version payante de ChatGPT. Copilot, par exemple, permet d'accéder à des fonctions gratuitement avec Windows ou un autre. Alors, il y a des... En fait, en gros, oui, évidemment, la version payante donne la possibilité d'avoir plus de fonctions, mais je vais faire la remarque que je fais à tout le monde, c'est que 25 € par mois. Et globalement, vu ce que ça apporte, en fait, c'est quasiment gratuit. Si c'était 2000 € par mois, je peux comprendre, c'est une somme. Aujourd'hui, 25 €, je veux dire, c'est même pas le prix d'un abonnement Netflix. Peut-être pas Netflix, mais c'est pas le prix d'un abonnement d'une box Internet. Donc, si vous avez les moyens, réellement, prenez l'abonnement. Vous embêtez pas pour 25 balles. Je veux dire, 25 balles, c'est même pas un resto le soir pour 2 personnes, quoi. Bref, donc prenez l'abonnement parce qu'il y a des limites. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les limites, globalement, le modèle gratuit, la version gratuite, ce qui va se passer, c'est qu'elle va utiliser le modèle le plus puissant qui s'appelle ChatGPT 4o, mais vous êtes très limité dans l'utilisation. Vous ne pouvez pas faire d'image. Je ne connais plus toutes les limites. Vous ne pouvez pas créer d'assistants IA spécialisés. Vous pouvez en utiliser, mais ne pas les créer. Bref, en fait, vous avez des limitations qui valent largement les 25 €. Donc, franchement, et puis, de toute façon, vous abonnez pour un mois, vous pouvez vous désabonner. Donc, même si vous n'êtes pas convaincu, testez-le. Et si vous voulez des modèles gratuits qui sont performants, vous pouvez aller sur Corcel. Je vous donnerai le lien. D'ailleurs, je vous donnerai les liens. Donc, ça permet d'utiliser GPT-4 Turbo, qui est à peu près équivalent à GPT-4, gratuitement. Vous pouvez aller sur Mistral, qui est une IA générative, pareil, qui a été fait par des Français et qui marche très bien et qui est gratuite et qu'on peut utiliser de manière illimitée. Mais par exemple, vous ne pouvez pas uploader de photos, vous ne pouvez pas uploader d'images, vous ne pouvez pas créer de GPTs. Après, si vous voulez des GPTs, vous pouvez aller sur Po. Mais c'est pareil, vous êtes limité en nombre de messages, l'interface est en anglais, donc je peux vous en passer plein, mais globalement, si vous n'êtes pas des férus d'informatique et si vous n'avez pas envie de perdre du temps, prenez une licence GPT payante. Alors, est-il possible d'éditer les CCTP ou les CCAP? Alors, si on ne configure pas le GPT spécialisé, est-ce que ça fonctionne? Alors, pour ceux qui me posent des questions, n'oubliez pas que je ne suis pas architecte. Donc, moi, CCTP et CCAP, ça ne me parle pas, donc je ne peux pas forcément répondre. Si on ne configure pas le GPT spécialisé, est-ce que ça fonctionne malgré tout? Oui, on peut toujours utiliser ChatGPT en version classique, ça veut dire un ChatGPT, et lui poser des questions. Les GPT spécialisés, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont spécialisés dans une tâche, donc on n'a pas besoin de redonner l'instruction, et surtout, on peut adjoindre une base de connaissances, on verra tout à l'heure, qui est assez pratique pour lui donner des infos qu'il n'a pas forcément, particulièrement des infos sur son entreprise. Alors, j'ai reperdu le Q&A, donc j'y reviens. Alors, y a-t-il un droit d'auteur sur les DTU? On ne peut pas les reproduire ou les copier pour info. Alors, je vais... C'est quoi un DTU pour les arts? Bon, du coup, donc c'est un document technique unifié. Ok.
Ok, parfait. Maintenant, je sais ce que c'est qu'un DTU. Il y a un droit d'auteur sur les DTU. On ne peut pas les reproduire ou les copier. Ok. Après, si vous en achetez un, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez éventuellement le donner en modèle à ChatGPT pour qu'il puisse vous créer un DTU sur votre modèle. Je ne sais pas si ça répond à la question. Quel type de documents peuvent bénéficier le plus de l'assistance d'une IA? Je suis désolé, Daniel, je ne comprends pas la question. Quel type de documents peuvent bénéficier le plus de l'assistance d'une IA? Il faudrait repréciser, Daniel. Quand on a une mise en page d'agence pour les comptes rendus, Chat peut-il l'utiliser pour des comptes rendus produits? Alors, ChatGPT, comme vous l'avez vu, il vous répond sur votre navigateur. Navigateur, c'est ce qu'on appelle du texte brut. Le seul formalisme, j'allais dire, qu'il peut utiliser, c'est des titres plus ou moins grands, du gras, une liste à puces, et du gras, des traits au pire, on ne peut même pas copier à mon avis, et de l'italique. Donc ça veut dire que le formatage ou la mise en page d'un contenu généré par un chat GPT, en l'occurrence, est très basique. Pour aller un peu plus loin, ce qui est bien, c'est d'utiliser Microsoft Copilot avec Microsoft Word, qui peut aller plus loin dans le formatage. Alors, j'ai jamais fait le test, mais à mon avis, si vous avez un modèle Word qui fait que les titres sont en 25 pixels, telle police, en rouge et en majuscule, une fois que vous avez, si je reviens sur Edge, une fois que vous avez, il est passé où Edge? En fait, il est là, c'est pas très grave. Une fois que vous avez mis en page votre document, et alors moi je suis pas un grand utilisateur et expert de Word, vous pouvez lui dire mon titre 1, le modèle de mon titre 1 c'est pas ça, le modèle de mon titre 1 c'est je sais pas quoi. Donc je sais qu'on peut créer des styles. C'est pas ça. Mais à mon avis, si vous créez un style spécifique, je crois qu'on appelle ça une feuille de style. Si vous avez une feuille de style spécifique dans Word et que vous lui demandez de mettre en page un compte rendu, par défaut, il va utiliser votre feuille de style. Donc, à mon avis, il faut créer une feuille de style pour au moins avoir, j'allais dire, un charte graphique qui va bien. Après, les images, etc., ce sera à vous de les intégrer. Alors, je continue les questions en espérant répondre répondre le mieux possible. Alors là, j'ai le risque de nos questions techniques et que sur le net, on trouve tout et n'importe quoi. Alors ça, on est d'accord. Et donc, fatalement, nous ne trouverons jamais la réponse précise attendue, car souvent, ce qui nous manque, c'est une veille juridique ou norme, et tout ça est payant. Ok, je note. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chat GPT, il est appris sur ce qui est public. Donc, tout ce qui est payant avec accès payant, ce n'est pas des choses sur lesquelles il a pu apprendre. Donc là, ce qu'il faut, c'est un moment, il faut payer visiblement pour avoir ces infos. Et une fois que vous avez payé, vous pouvez le nourrir avec ces infos pour pouvoir l'utiliser en faisant en sorte qu'il ait plus de connaissances. Mais c'est pareil. En fait, il y a beaucoup de cas d'utilisation. Moi, je vois quand je fais des journées de conseil, là, j'ai un client qui est dans le marketing, dans le domaine médical. C'est très spécifique, c'est très pointu. Et globalement, tous les assistants qu'on met en place, c'est vraiment spécifique à son process. Et ce qu'on a remarqué, c'est que on avait des attentes, on n'est pas arrivé au bout des attentes et on a répondu à peu près à 80% des attentes parce qu'il y a des choses où l'outil était limité, où les connaissances n'étaient pas là, où à un moment, ChatGPT ne fait pas de formatage. Donc en fait, c'est ça, c'est que moi, je réponds aux questions du mieux. Globalement, si vous voulez aller plus loin, le mieux, c'est de prendre un consultant d'IA générative qui vienne auditer ou qui vienne voir votre manière de travailler, identifier des points sur lesquels il peut se dire « Ok, là, l'IA générative, on peut faire quelque chose, on peut automatiser ici, ici, ici. » Ensuite, faire des tests pour voir si ça fonctionne, revenir vous voir en disant « Voilà, j'ai mis en place cet assistant, j'ai mis en place cet outil avec Midjourney, j'ai mis en place telle chose avec telle API, peu importe. Et voilà, ça vous fait gagner du temps. » Mais à un moment, même si vous avez tous le même métier, vous avez des process qui sont différents, des outils informatiques, un système d'information qui est différent, des modèles différents. Il y en a peut-être qui font la réno, il y en a peut-être qui font que du marché public, donc c'est encore des normes différentes. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a quand même énormément de différences entre chaque métier.
En fait, il y a deux choses d'utiliser l'IA générative. Ou vous vous formez, vous savez l'utiliser, vous comprenez les tenants, les aboutissants et la manière d'utiliser, et vous êtes capable, vous, de la mettre en place dans vos process, ou vous faites appel à un consultant qui va comprendre vos process avec vous et qui va, lui, sélectionner les meilleurs outils et les mettre en place, les configurer, les paramétrer et les affiner avec vous. Donc, clairement, deux manières de faire. Parce que, en gros, aujourd'hui, je sais, ça existe peut-être, hein, mais des architectes qui sont experts en IA générative, j'en connais pas. Parce que ce qui se passe, c'est que les profils que vous allez trouver, malheureusement, entre guillemets, ou heureusement, je ne sais pas, c'est souvent ou des informaticiens comme moi à la base qui sont passionnés d'internet et de business, ou des start-upers. Moi, je suis informaticien et aussi start-upper, donc j'ai un peu les deux casquettes. Ce qui fait que je me suis passionné pour cette techno. Mais globalement, je suis quelqu'un qui, oui, je suis compétent dans l'informatique et dans le e-commerce, mais après, quand je suis sollicité pour des choses dans le médical, des choses plus spécifiques, j'ai eu quoi encore? Alors bon, l'autre c'était du e-commerce, donc ça allait, mais des choses comme l'architecture, évidemment, je suis totalement limité. Et aujourd'hui, un architecte qui est expert en IA générative, ce serait l'idéal, vraiment, en termes de consultant. Mais le métier d'architecte, il faut quand même faire pas mal d'études et puis il faut quand même bosser un peu pour avoir de l'expérience et comprendre le métier. Demain, ça me coûterait beaucoup trop de temps à monter en compétence sur le métier d'architecte. Donc voilà, en fait, c'est un peu le mouton à 5 pattes qu'on cherche et aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il existe encore. Alors, je continue. Quand on a une mise en page, oui, ça on en a parlé. Ah, je suis remonté. Ah oui, alors on m'a demandé comment les GPT spécialisés. Donc globalement, un GPT spécialisé, un GPT ou un GPTs, ça se fait comme ça. Donc ça, c'est uniquement avec les comptes payants. Vous mettez créer un nouveau GPT, vous lui mettez une image. Donc une image, bon, je vais prendre ça, je sais pas ce que c'est. Vous lui mettez un nom, mon nom. Ici, vous lui mettez ma description, si tout le monde voit bien. Et ici, vous lui mettez mes instructions. Et potentiellement, vous pouvez lui mettre une base de connaissances. Vous pouvez lui donner la possibilité de naviguer sur le web, de faire des images. Et voilà. Et après, vous l'utilisez. Donc, c'est un nom, une description, une image, c'est facultatif, et une instruction, donc un prompt qui va dire ce qu'il va faire. Donc, c'est assez simple à configurer. Tout est dans le prompt, en fait, j'allais dire. Et c'est généralement, moi, ce que j'apprends, j'animais une formation aujourd'hui. Donc, ce que j'apprends en formation, c'est l'art du prompt et comment prompter. Et c'est en fait ce qui fait la différence entre le novice et puis celui qui va vraiment pouvoir exploiter l'IA générative dans le cadre de son métier, vraiment pour des besoins plus professionnels. Alors, ok, quand on reçoit de nombreux documents PDF, l'IA peut-elle faire un calendrier de type date de réception, expéditeur, objet de résumé de contenu? Alors, je ne sais pas si c'est possible. Comme ça, ça c'est pareil, c'est des cas, donc Marc, c'est des cas qu'il faudrait tester. Comme ça, je dirais oui, parce qu'en fait, on peut lui adjoindre une base de connaissances, qui sont donc tous ces fichiers PDF, ou Word, ou peu importe, et on peut lui poser des questions sur ces infos pour qu'il puisse lui-même nous répondre. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc ça, c'est ce que je fais aussi en formation. Généralement, je crée un petit assistant à chacun. Donc ça, c'est mon assistant qui a ma base de connaissances. Donc je suis votre assistant, posez-moi des questions. Donne-moi mon numéro de SIRET et une adresse mail de contact. Donc là, en fait, ce qu'il fait, simplement, il va chercher dans la base de connaissances, il vous donne le SIRET, l'adresse mail. Je peux lui dire, j'ai un prospect qui me demande par mail mon offre de service. Je mets résume la moi en sous forme de liste à puces. Alors, je les connais, mais globalement, comme je dis souvent, pourquoi faire quelque chose qu'une IA peut faire pour vous? Bref, il va chercher dans la base de connaissances et il va me dire que oui, je fais des séminaires, que je fais de la formation, que je fais du conseil, que je fais la mise en place d'IA générative fine-tunée, et il me met le détail, etc., etc. Donc, c'est juste pour illustrer le fait qu'il a la capacité
d'aller puiser dans des informations spécifiques, une base de connaissances qui est spécifique à vous, et après, vous le questionnez comme comme un chat classique, mais en lui disant d'aller chercher des infos qui vous concernent. Et ça, c'est ce qu'on peut faire avec les bases de connaissances ou les knowledge bases dans les GPTs ou les IA spécialisées. Et ça, c'est assez puissant. C'est ce qu'on fait faire aux apprenants, aux stagiaires en fin de session. Y a-t-il un équivalent de copilote qui fonctionne avec Page? Donc Page, si je dis pas de conneries, c'est sous Mac. Oui, Word de chez Apple, merci. C'est sous Mac. Alors aujourd'hui, Apple est un peu à la bourre sur la partie IA générative, ce qui est assez surprenant. On dit qu'ils sont en train de faire un deal un peu secret avec OpenAI, qui sont les créateurs de ChatGPT, parce qu'ils n'arrivent pas à faire un modèle d'IA qui tient la route. Mais ce qu'il faut être sûr, c'est que Apple sortira un modèle, que ce soit le leur ou comme Microsoft, en gros, ils achètent les droits d'utilisation d'un autre modèle. Et oui, ce sera intégré dans Page. Aujourd'hui, il n'y a aucune IA générative de chez Apple, donc je n'ai pas Page, mais à mon avis, c'est non la réponse. En même temps, alors moi je dirais Page, c'est un éditeur texte. Aujourd'hui, Word, Page, Google Doc, bon, un éditeur texte, c'est quand même quelque chose d'assez basique. Alors, ou vous avez la possibilité d'utiliser un chat GPT ou un autre outil et après de le mettre en forme dans Page, ou vous utilisez Microsoft Word avec Copilot le temps que Page l'intègre. Mais aujourd'hui, je ne pense pas. Merci pour ta réponse. Ok, je vous propose de continuer. J'espère, comme je n'ai pas trop de feedback, j'espère répondre à vos questions. Alors, en quelques mots, après on va passer sur une autre démo parce qu'il est 7h10, donc ça va. Donc, qu'est-ce que l'IA générative? Donc, l'IA générative, c'est des systèmes capables de simuler des fonctions cognitives humaines. En gros, ça reproduit le comportement humain. C'est pour ça que quand on discute avec ChatGPT ou n'importe quel autre modèle d'IA, on a l'impression de parler à un humain parce que c'est cohérent, c'est contextuel et bref, c'est ultra cohérent. Donc, c'est vraiment ça, ça reproduit le comportement humain. Alors, vous entendrez parler d'IA non générative et d'IA générative. En fait, l'IA non générative, pour faire simple, c'est Google aujourd'hui. Vous lui faites une requête, il vous donne une liste de liens vers des contenus pertinents pour cette requête. C'est ça en fait Google. L'IA générative, vous faites une requête, vous posez une question, vous avez une réponse. Une réponse qui est générée à partir de rien. Donc, elle crée un contenu unique, elle ne classe pas, elle ne transforme pas, elle ne réorganise pas du contenu existant. On est vraiment dans la création de contenu. C'est ce qui fait toute la différence. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ok. Ensuite, comment ça fonctionne? Alors, bizarrement, un modèle d'IA générative, c'est simplement un modèle mathématique qui prédit le terme suivant le plus probable. C'est un peu comme quand on parle. Quand on parle, et ben en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des phrases en mettant à la suite des mots le mot le plus probable pour construire une phrase en français qui est compréhensible par tout le monde et dans un contexte existant. Tout ce que je dis là est cohérent avec le contexte, et le contexte, c'est ce webinaire sur les archis. Et donc, tout est cohérent et tout est dans le contexte. Ben, en fait, c'est un peu ça, un outil d'IA générative, c'est que le contexte, c'est vous qui le donnez en écrivant, et lui va prédire le mot suivant le plus probable. C'est uniquement ça, la prédiction de mots. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, ce n'est pas relié à Internet et ni à une base de données. Le modèle, il est figé. C'est comme votre cerveau. Quand je vous pose une question sur l'architecture, vous faites appel à vos connaissances. Et si je vous pose une question sur une norme et vous n'avez pas l'info, vous prenez votre smartphone et vous allez chercher l'info sur Internet. Okay, donc, il n'est pas relié à Internet, mais il a la possibilité de naviguer sur Internet pour aller récupérer de l'info qu'il n'a pas, et particulièrement de l'info relativement fraîche, plutôt de l'actualité. Mais c'est un modèle figé. Alors, si on veut faire une analogie, il faut vous dire que quand vous utilisez ChatGPT, vous écrivez à une personne, un assistant, qui est en télétravail et qui est derrière un ordinateur et qui reçoit votre message. Donc, cette personne, elle a un ordinateur. Cette personne, elle est polyglotte, dans les deux sens. Cette personne, elle est compétente dans tous les domaines et elle a des connaissances de tous les domaines. Et c'est une personne avec qui on échange uniquement via un chat. On peut lui envoyer des fichiers, on peut lui envoyer des images, on peut lui envoyer des consignes textuelles
Et si vous prenez cette image d'un chat GPT ou d'un autre outil, eh ben, vous allez pouvoir l'utiliser comme si vous parlez à un humain et ne pas vous limiter dans les demandes. Et si vous ne savez pas si une demande, elle fonctionne ou pas, en fait, vous ne posez pas la question, faites-le et voyez la réponse qu'il donne. Mais cette analogie, elle est assez vraie, elle est assez représentative d'un modèle d'IA. Alors, quand l'utiliser, aujourd'hui, beaucoup de gens l'utilisent pour produire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi l'utiliser pour s'informer, décider et apprendre plus rapidement. Ça marche très bien. Donc ça, c'est des choses qu'on voit aussi en formation. Et surtout, on l'utilise dans une multitude de cas différents. Si vous voulez un parallèle, globalement, vous avez sûrement des fichiers Excel que vous utilisez depuis des mois ou des années, qui sont là, qui sont vraiment structurés, qui, je ne sais pas, un plan de trésorerie, liste de prospection client, je ne sais pas, quelque chose qui est là que vous utilisez. Et parfois, vous avez un besoin ponctuel, vous allez ouvrir Excel, l'utiliser pour votre besoin, et puis c'est un fichier que vous n'allez plus jamais réouvrir, que vous pourrez presque effacer. Donc, ce que j'appelle un peu un fichier jetable. Et bien, en fait, vous avez vraiment deux choses. Il y a des assistants IA spécialisés qui vont faire des tâches récurrentes, par exemple, rédiger un post LinkedIn à partir d'une actu, donc ça fait que ça. Mais globalement, vous allez utiliser l'interface ChatGPT, vous allez lancer un petit GPT, et vous allez utiliser, comme là tout à l'heure, je ne savais pas ce que c'est qu'un DTU, j'ai demandé c'est quoi un DTU. Donc on est d'accord que cette discussion, je m'en resservirai jamais en fait. Donc il y a vraiment des discussions jetables et des discussions qui ne sont pas jetables. Et la majorité du temps, c'est plutôt des discussions que j'appelle jetables. Alors comment l'utiliser? En fait, moi ce que je dis souvent, c'est si vous voulez prendre le réflexe de l'utiliser, même si c'est la version gratuite, avant d'utiliser le moteur de recherche Google, utilisez ChatGPT. Et si ça ne répond pas à votre question, allez sur Google. Globalement, c'est vraiment la meilleure manière de créer l'habitude, c'est d'utiliser ChatGPT ou Mistral ou peu importe le modèle, avant d'utiliser le moteur de recherche Google. Et vous verrez que ça va répondre à 80% des questions. Et ce qui est très important, et ça vous l'avez bien compris, c'est de toujours garder un esprit critique sur chaque réponse, particulièrement quand l'impact est fort. C'est-à-dire si c'est une question juridique, une question de normes qui vous engage, c'est quand même bien de vérifier. Là, demain, je lui demande ce que c'est qu'un DTU. Alors déjà, je savais qu'il savait ce que c'était, donc j'ai pas de souci avec. Bon, s'il se trompe dans la description de ce qu'est un DTU, dans le cadre de ce webinaire aujourd'hui, c'est pas très grave. L'impact est très faible. Donc là, je suis pas allé regarder sur Wikipédia s'il avait raison. Donc c'est important vraiment de garder l'esprit critique et de bien dimensionner quand est-ce qu'il faut aller vérifier l'info ou pas. Alors ça peut être vérifié sur Wikipédia, sur Internet, ça peut être vérifié avec un avocat, avec un juriste, avec un expert d'un domaine. Donc là, ça dépend évidemment de l'impact et de la valeur de l'info. Alors ce que je vous propose, c'est de passer au troisième exemple, qui est la recherche, je regarde s'il y a des questions, la recherche d'appel d'offres selon ces critères. Alors, donc là, ce que j'ai fait, pareil, j'ai créé un assistant spécialisé qui recherche des appels d'offres selon les critères. Alors, pour monter cet assistant, je me suis basé, moi je n'utilise pas ces sites, mais je me suis basé sur ce site Marché Online qui permet visiblement de rechercher des appels d'offres. Et j'ai pris tout ce qui était dans le Puy-de-Dôme, parce que comme vous l'avez peut-être compris, je suis à Clermont-Ferrand, des avis en cours, et donc j'ai simplement ouvert ces appels d'offres, je les ai téléchargés, et j'ai nourri mon assistant d'une dizaine d'appels d'offres. Et ça ressemble à ça. Alors vous, ça va vous parler. Donc là, c'est une prestation de fourniture de pose d'une clôture contre le gibier dans la forêt domaniale de Troncé, qui est vers chez nous. Et voilà, il y a le nom, l'objet, la prestation, les critères d'attribution. Donc, alors, il n'y a pas grand-chose. J'ai pris ce que j'avais. Hein. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que, évidemment, en creusant ce cas d'utilisation, à mon avis, on peut aller plus loin. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'infos. Mais c'est au moins pour vous montrer ce qu'on peut faire et d'avoir une première idée de ce qu'on peut faire. Globalement, alors, évidemment, hop, donc là, je lui donne mes critères. Alors, donc, normalement, je lui mets c'est parti. Quand je dis c'est parti, la première chose qu'il doit faire, il doit me demander les critères pour pouvoir sélectionner une appel d'offres. Alors là, il m'en demande beaucoup, je ne vais pas tout lui donner, mais globalement, l'idée, c'est
je lui mets des appels d'offres. Alors déjà, vous les avez filtrés vis-à-vis de vos critères, évidemment, mais à un moment, vous avez quand même plus de critères. Donc, c'est quels sont vos critères qui sont peut-être souvent les mêmes, donc généralement, on ne le fait qu'une fois, pour que lui puisse faire une première sélection des appels d'offres. Alors moi, j'ai donné ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Localisation, je lui ai dit 50 km autour de Clermont-Ferrand. Type de travaux, construction, rénovation, la durée du projet et le budget estimé. Et il va prendre ces critères, il va lire et analyser les 10 appels d'offres que je lui ai mis et je lui ai demandé de me les classer et de me les noter de cette manière. Alors qu'on voit qu'il manque pas mal de choses d'ailleurs dans ces appels d'offres, donc c'est pas très précis. Donc là, il les prend un par un, il me les note. Et après, c'est de me... En fait, en gros, comme vous l'avez compris, en fonction des critères, il est censé me faire une première sélection des appels d'offres. Bon, alors ce que je vois, c'est qu'il manque beaucoup d'infos dans mes documents. Donc, ah, bon, celui-là est pas mal. Classement final. Donc, je pense qu'il m'a fait ce classement parce que déjà, bah, cet appel d'offres, elle avait des infos qui allaient bien. Donc, c'est pas loin, c'est la construction, 3 mois, 650 000 euros. Donc là, tout est nickel. Et il m'a dit, localisation proche, type de travaux conforme, budget conforme, durée légèrement en dehors de la plage souhaitée. Sûrement pour ça qu'il m'a mis un 8 sur 10. Voilà, il me les a classés. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il a la capacité d'aller lire des documents, ou en tout cas d'aller dans sa base de connaissances, d'aller analyser ce qu'il y a dedans, et surtout d'aller faire une sélection, un premier tri en fonction des critères que vous donnez. Moi, ce que j'aime bien dans cet exercice, c'est que si je lui donne 100 appels d'offres, même si, à mon avis, ce n'est pas le cas, mais même s'il passe à côté d'un appel d'offres, de toute façon, dans tous les cas, ça prend tellement de temps. On peut aussi automatiser la réponse à l'appel d'offres, au moins en partie. Ça, je l'ai fait pour des clients. On avait automatisé la réponse aux appels d'offres. Ce qu'on voit, c'est que sur 100 appels d'offres, on peut déjà assez rapidement avoir un premier tri qui évite de le faire soi. Et même si on passe à côté de un ou deux, parce que pour X raison, il est passé à côté, je veux dire, on ne répond pas à 100 appels d'offres en même temps. Donc, si vous en avez 10 et qu'il y en avait 12 pertinentes, eh bien, vous en avez 10 sur 12. Et je me dis que là, on peut laisser la place à l'erreur, même si, comme je vous le dis, c'est assez pertinent et ça fonctionne plutôt bien. Bon, là, comme vous l'avez vu, mes exemples manquaient d'infos, donc il a fait ce qu'il a pu. Mais globalement, on voit qu'il le fait plutôt bien. Et dans d'autres domaines ou d'autres marchés qui ne sont pas dans le marché de l'architecture, ça marche plutôt bien ce premier tri. Et surtout aussi, faire une première version de réponse à un appel d'offres en se basant sur des connaissances, sur les documents attendus, ça marche aussi bien. Maintenant, je vais prendre les questions. Alors, je ne sais plus où on s'était arrêté, 6h53, il est 7h23. Ok. Alors, donc, si on donne une base de connaissances, normes ou DTU à un assistant, est-on certain qu'il n'utilisera pas d'autres connaissances pour y répondre? Alors, Mignon passé. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que une IA générative, comme elle simule le comportement humain, elle va fonctionner un peu comme un humain. Ça veut dire que quand vous avez un DTU, que vous le donnez en connaissance, moi, si vous me donnez un DTU, je vais forcément l'interpréter en fonction de mes connaissances. Et à un moment, je vais devoir mettre du sens derrière les mots et faire une interprétation et prendre des décisions. Et si une info, je ne l'ai pas, je vais me baser sur mes connaissances qui n'est pas forcément dans le document. Donc, pour répondre à la question de Marc, oui, on peut le contraindre de rester un maximum dans le document PDF, la norme DTU qu'on lui a donné sans jamais en sortir. Donc ça, il suffit de donner une instruction très précise. Mais à un moment ou à un autre, il est bien obligé d'utiliser ses connaissances générales pour comprendre les mots ou pour pouvoir écrire. Donc, à un moment, on est bien obligé de l'utiliser. Mais on peut le contraindre fortement. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, Marc. Alors, il n'y a pas d'autres questions, donc je vais continuer pour aller jusqu'au 4e cas.
Donc, rapidement, les limites de l'IA générative. Donc, comme vous l'avez compris, c'est une technologie jeune qui a ses limites. Et là, on les connaît. Hein, donc, il y a deux types de limites. Il y a ce qu'on appelle les hallucinations. C'est la capacité d'un modèle à générer des fausses informations quand il n'a pas l'info. Si vous lui donnez une page web et vous lui demandez dans cette page web, donne-moi l'adresse de contact, une adresse mail, si elle n'existe pas, il a tendance à vous inventer une adresse mail qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est intrinsèque au modèle. Les LLM, ils ne disent pas qu'ils ne savent pas. Globalement, ils vont vous donner une réponse. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça qu'il faut tout le temps garder un esprit critique. Ça, c'est vraiment le plus important, je pense. Et vérifier l'information lorsque l'impact ou le risque est important. Dans le domaine juridique, dans le domaine de la santé, en architecture, vous êtes très normé, mais c'est normal, parce que si une maison s'écroule sur la tête de quelqu'un, c'est préjudiciable. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Donc on revient à cette idée de garder son esprit critique. Et l'effet miroir, c'est le fait aussi de reproduire les données d'entraînement. Si vous lui avez appris, moi je prends souvent l'exemple de quand des outils de génération d'images, quand vous lui demandez de générer l'image d'un consultant de 25 ans, il va vous faire un beau gosse en costume. Déjà, si vous lui demandez habillé casual, ça va être casual, mais ça va être quand même classe. Et si vous demandez de faire un consultant qui n'est pas jeune et qui est moche, il a beaucoup de difficultés. Il a beaucoup de difficultés parce que c'est données d'entraînement, et de toute façon, la majorité des photos qu'on a sur Internet, c'est souvent beau gosse, belle gosse, pour la faire simple. Et c'est pour ça que quand il fait des personnages, il fait toujours des gens qui sont beaux au sens général du terme. Donc ça, c'est qu'il reproduit ce qu'il a vu sur ces données d'entraînement. Il a beaucoup de mal à faire ce qu'il n'a pas appris. Et en même temps, on est tous pareils. Si on vous a fait apprendre à représenter des personnes et qu'en fait elles sont toutes belles, ben vous ne savez pas ce que c'est que, entre guillemets, la mocheté dans la notion, dans l'opinion générale des gens. Et ensuite, il y a aussi une limite technique, qui est ce qu'on appelle la limite de token. Ça veut dire qu'à un moment, une conversation, elle a une taille limitée. Et ça veut dire que quand vous avez une trop grande conversation, au bout d'un moment, vous verrez qu'il a oublié le début. Donc le mieux, comme ça, c'est de recommencer les conversations, parce qu'il a une mémoire limitée. Et là, globalement, ce que je mettais, c'est qu'en fonction des modèles, vous avez, pour les modèles gratuits, à peu près 10 pages à 4 de taille de conversation. Pour les modèles plus puissants comme GPT-4, vous avez 30 à 50 pages, et d'autres modèles vont jusqu'à 100 ou voire 300 pages. Alors, je vois qu'il y a eu d'autres questions. Ça me remonte à chaque fois. Alors, bonsoir. Peut-on faire la démarche autrement? Définir les critères, intégrer le lien du site pour voir ce qui apparaît, car autrement, ce qu'il fait, c'est une synthèse et pas une recherche. Est-ce que Maxime pouvait préciser votre question? Ah oui, je vois, oui. Alors on parle, d'accord. Donc c'est dans le cadre des recherches d'appels d'offres. Ok, il fallait faire. J'avais pas le contexte. Donc dans le cadre des appels d'offres, est-ce qu'on peut définir les critères, intégrer le lien du site, puis voir ce qui apparaît? Alors malheureusement non. Pourquoi? Parce que, alors première chose, c'est que souvent les sites, c'est pour ça que ça me fait ça. Souvent les sites que vous allez utiliser, il faut se connecter. Attendez, je reprends mes questions. Ok. Souvent, les sites que vous utilisez, il faut se connecter. Et quand vous n'êtes pas connecté, vous n'avez pas l'info. Et aujourd'hui, ChatGPT est un outil d'IA générative qui a la capacité de voir le contenu d'une URL, le contenu d'une page, mais qui ne peut pas créer un compte. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir les infos si on n'est pas connecté. Et la majorité des sites, il faut être connecté. Et en plus, ce n'est pas aujourd'hui un agent. Les agents, c'est ce qui arrivera par la suite. Un agent, ça veut dire que c'est une IA générative qui a la capacité, par exemple, de cliquer. Aujourd'hui, si je lui donne une URL, lui ne sait pas cliquer. Il faudrait qu'il me liste toutes les URL de cette page. Et d'ailleurs, en plus, il ne prendra pas en compte les différents critères. Donc, je crois que j'avais fait le test d'ailleurs. Si par exemple, je lui dis liste les URL de cette page dans un bloc de code. J'ai fait le test, il me l'avait fait. Bon, et en fait, il est en train de me mettre toutes les URL vers... Bon, c'est pas très pertinent. Bon, pour répondre à la question, aujourd'hui, c'est pas un agent, donc il n'a pas la possibilité de le faire. Vous avez la possibilité, donc si vous voulez aller plus loin en attendant que les agents
que les agents arrivent sur le marché, ce qu'il faut, c'est passer par un développement spécifique. Donc, c'est des choses que moi, il m'arrive de faire quand j'ai des demandes de clients. On donne une URL d'un site, il va naviguer, il prend toutes les URL, il prend le contenu, il prend le PDF ou pas, il met ça, il enregistre tout ça, on crée une base de connaissances et ensuite on utilise l'API GPT qui va checker, qui va vérifier tous les critères, toutes les offres en fonction de critères. Mais c'est du développement spécifique et qui dit développement spécifique dit un coût en particulier. Donc, est-ce que le coût du développement en vaut le temps gagné? Je ne sais pas. Et en plus, c'est pas sûr que ça marche à tous les coups, il faut le tester. Il faut faire une petite étude d'opportunité ou un POC, comme on dit, un Proof of Concept qui permet de prouver que le concept marche et on peut le faire. Aujourd'hui, les outils grand public à 20 € par mois ne le font pas. Alors, Paul me dit, les IA ne savent pas qu'elles ne savent pas. Jusqu'à quand les humains savent quand il faut se taire? C'est un peu philosophique. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que, en fait, on est d'accord qu'un modèle mathématique n'a pas conscience que c'est un modèle mathématique, parce que, par définition, ce n'est pas vivant. Jusqu'à preuve du contraire, la conscience, c'est plutôt les vivants qui l'ont. Donc, ils savent qu'elles ne savent pas. Non, elles ne savent pas qu'elles existent, elles ne sont pas conscientes. Un modèle d'IA générative, c'est un modèle qui prédit le mot suivant le plus probable. C'est tout ce que ça fait. C'est un modèle mathématique. Donc, évidemment, oui, ça simule le comportement humain. Et d'ailleurs, les nouvelles versions de ChatGPT, les applications mobiles sont extrêmement bluffantes à ce niveau-là. Mais non, elles n'ont pas conscience d'eux, évidemment. Mais elles vous donnent l'impression d'avoir conscience. C'est assez bluffant. Par contre, quand on lui dit « Est-ce que tu es vivante ?» Elle dit « Non, je suis un modèle d'IA. Je suis un modèle d'IA générative. Je ne suis pas consciente, je ne suis pas vivant. » Elles répondent dans ce sens pour peut-être ne pas éviter certains biais ou certains problèmes relationnels qui pourraient exister avec des modèles d'IA qui arrivera, ça c'est sûr et certain. J'espère que ça répond à votre question, Paul. Quelles sont les limites actuelles de l'IA générative en termes de compréhension contextuelle? Alors, la compréhension contextuelle. J'ai du mal à voir la question, je vais essayer d'y répondre. Si vous pouvez préciser, Daniel. Donc, la compréhension contextuelle, en gros, ces outils ont besoin de contexte pour répondre, mais globalement, en fait, la seule chose qu'elles ont quand vous créez un chat comme ça, c'est, ok, on va mettre nouveau, c'est simplement la première phrase qu'elles ont. Alors, dans le chat GPT, bon, je vous passe le fait qu'on peut avoir, on peut le paramétrer, mais globalement, la seule chose qu'elles ont, en fait, il faut vous imaginer une personne, dès que vous mettez nouveau ici, qui apparaît dans une pièce noire, qui n'entend rien, qui ne ressent rien, avec toutes les connaissances et les compétences d'Internet. Et quand vous lui dites, je ne sais pas, écris-moi un poème court sur l'IA, et bien en fait, la seule chose qu'elle voit, c'est qu'elle a un ordinateur, elle est dans cette pièce, et elle a un message qui apparaît qui lui dit « écris-moi un poème court sur l'IA ». Et donc, elle comprend au moins une chose, c'est que vous êtes français. Donc, elle vous répond en français. Alors, il doit y avoir d'autres informations, et elle vous fait ça. Mais une IA, le contexte, elle en a très peu, elle a des connaissances. Et évidemment, c'est à vous de lui donner le contexte pour qu'elle puisse répondre de manière plus pertinente. Mais elle ne connaît pas votre contexte. Je ne sais pas si ça répond à la question en termes de compréhension contextuelle. En tout cas, alors on est d'accord, évidemment, c'est des modèles mathématiques qui ne comprennent pas, mais c'est des modèles extrêmement puissants pour comprendre un contexte, pour analyser le sentiment d'un contenu. C'est assez bluffant. C'est assez puissant pour ça. Donc, si le contexte est bien défini, généralement, ça fonctionne plutôt bien. Hop. Et ben, donc, on arrive. Je vais continuer, puis je vais aller jusqu'au dernier exemple. La confidentialité des données. Alors, donc ça, c'était pour répondre à une question qui a été posée en tout début du webinaire. Il y a deux grandes catégories. Celles qui utilisent les données pour faire apprendre au modèle, donc les données, les conversations, et celles qui ne l'utilisent pas. Donc, pour faire simple, en gros, on va dire que tout le monde l'utilise. Gemini, c'est Google, l'utilise. Mistral l'utilise. Pau, Corcel, tout le monde l'utilise. Les seuls qui n'utilisent pas ou qui vous donnent la possibilité de ne pas l'utiliser, c'est ChatGPT. Alors, pour info, ça se trouve ici. Dans le menu, vous allez dans
moi, il est en anglais, mais c'est pareil, vous allez dans paramètres, contrôle des données, et ici, voilà, donc tout le monde, voilà, enrichir le modèle pour tout le monde, oui, non, moi j'ai décoché par défaut. Eux, ils donnent la possibilité. Microsoft Copilot, dans les conditions d'utilisation, il n'utilise pas vos données pour nourrir le modèle. Claude, qui est un modèle qui est arrivé en France, mais qui n'est pas très connu, et votre propre instance d'IA générative, mais ça concerne plutôt des ETI, PME, ETI ou des grands groupes. Alors, j'ai la question qui dit comment bien rédiger un prompt. Alors, comment bien rédiger un prompt? Eh ben, c'est pas celui-là. Grosso modo, ça c'est mon support de formation, mais ce sera plus simple. Voilà, donc comment rédiger un prompt? Globalement, il faut utiliser des mots précis. Plus vous êtes précis, plus vous avez une réponse précise, moins vous laissez de liberté. Et en fait, quand on laisse de la liberté, souvent la réponse ne correspond pas à nos attentes. Il faut faire des phrases directives et concises. Vraiment, n'oubliez pas que vous parlez à un modèle mathématique, et un modèle mathématique, il n'a pas beaucoup de sentiments, donc il s'en fout que vous lui dites fais-moi ça, réalise-moi ça, ou peux-tu me faire cette tâche, merci. Ça mène pas grand-chose, et ça a même plus tendance à polluer, j'allais dire, le modèle. Donc des phrases directives et concises. Et ce qui marche bien aussi, c'est de préciser la finalité de ce qu'on veut faire ou la cible. Mon objectif est de faire une sélection d'appels d'offres en me basant sur les critères que je te donnerai plus bas. Voici les critères, blablabla. Bla, bla, bla. Commencer par un objectif, ce qu'on appelle structure un prompt en objectif, et ensuite réalise cet objectif étape par étape, et de détailler les différentes étapes pour atteindre l'objectif. Ça marche bien. Et sinon, de préciser la cible. Si vous rédigez un contrat d'architecte, bon, le contrat c'est juridique, donc c'est encore différent, mais demain, si vous rédigez un compte-rendu de chantier pour un artisan, ou si c'est pour, j'ai une connerie, ou pour le client, par exemple, et ben, c'est deux cibles différentes, et ce sera sûrement tourné différemment. L'artisan, il faut que ce soit carré, etc. Le client, si en filigrane, ça peut être le chantier avance bien, c'est dans les temps, c'est dans les coûts, il n'y a pas de surprise. On est d'accord que le client est content. Donc la manière dont va le style, le ton, la tournure des mots et des phrases peut être différent en fonction de la cible. Donc ça marche bien. Finalité cible. Après, pour l'approche, c'est vraiment penser au plus simple. Quand vous faites un prompt, il faut vraiment penser simple. Les Français, culturellement, on a tendance à complexifier les choses, et ça amène pas grand-chose. Au contraire, ça nous empêche de faire des prompts efficaces. Il faut penser au plus simple. Il faut écrire des instructions comme si on parlait à une personne et non à une machine. Donc, pensez à l'assistant polyglotte derrière son ordinateur, ça marche mieux. Il faut avoir une approche itérative, et il n'y a pas de bon ou de mauvais prompt. Il y a une réponse qui correspond à vos attentes ou une réponse qui ne correspond pas à vos attentes. C'est un peu ça. C'est un peu comme ça. Et sans aller plus loin, non, moi, c'est pas lui. Donc voilà, si ça répond à votre question, Frédéric. Donc, je vais vous montrer le dernier GPT que j'ai monté, ou assistant que j'ai monté, qui est un assistant, donc il porte bien son nom, je pense, qui réalise un contrat d'architecte. Donc, il rédige un contrat d'architecte à partir d'un modèle. Donc, pour faire simple, je vais lui donner un modèle qui est pas appel d'offres. Donc, alors j'ai pris sur Internet, ça vaut ce que ça vaut. Donc, c'est un contrat de maîtrise d'œuvre. Moi, ça ne me parle pas trop, mais globalement, bon, c'est un modèle de contrat, donc ça veut dire qu'il y a des parties légales, figées, et puis à un moment, bah, évidemment, il faut renseigner toutes les parties qui vont bien. L'objet de la mission, dénomination. Alors, je pense qu'on a tous son modèle. En tout cas, ce sera testé de votre côté. Et il y a plein de choses à remplir, où il y a des choses à repréciser, à spécifier. Alors, je ne vous passe pas en détail, hein, c'est assez long. Donc là, l'idée, c'est de rédiger une première version d'un modèle. Donc, globalement, je vais lui donner ce modèle que je viens de vous montrer.
Donc, je l'upload ou je téléverse, comme on dit en français, au format PDF. Et ensuite, je lui donne des infos du contrat. J'ai tout fait générer par ChatGPT parce que je ne suis pas expert. Donc, je lui dis, voilà, la société immobilière des Volcans, dirigée par Pierre Martin, a décidé de lancer un projet de construction innovant à Clermont-Ferrand. Je donne des infos sur le siège social, je donne des infos sur, bref, au projet, que ce sera l'agence Archidesign qui va faire l'architecture, avec un numéro de SIRET, le détail de l'opération, programme et obligation du maître d'ouvrage. Donc, en fait, je lui donne des données non structurées. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ces données en entrée, des données sources. Il va prendre le modèle en modèle et il va me réécrire le modèle de contrat en utilisant les informations que je lui ai données pour me le rédiger. En gros, il va vous rédiger un contrat basé sur un modèle et des informations. Évidemment, ça ne vous refait pas votre PDF. Ça ne le formate pas, mais bon, pour le formater, derrière, on peut utiliser des outils comme Word Copilot. Mais ça va vous permettre de commencer à remplir. Alors là, imaginez, je ne suis pas architecte et c'est une version que j'ai pas mis 4 heures pour faire le prompt, donc j'ai fait quelque chose d'assez succinct mais fonctionnel. Globalement, ça va vous faire un contrat qui va correspondre, qui va être bon à 80%, je pense. Après, pour aller plus loin, c'est évidemment à valider avec, en le faisant et voir si ça fonctionne et est-ce que le bon modèle est bien pris en compte, etc. Et il en met des caisses. Donc l'avantage, c'est que ce petit réalisation de contrat d'architecte, vous pouvez donner votre modèle et vos infos et normalement, il vous le rédige. Voilà. Alors, ce que vous remarquez, c'est que quand il en a trop fait, parce qu'en fait, ça coûte assez cher en termes de puissance machine de rédiger, il vous propose de continuer de générer et ça vous consomme un message en plus. Quand vous êtes sur la version payante de ChatGPT, vous avez 80 messages toutes les 3 heures, ce qui est généralement assez large pour travailler. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie ou pas? Et si vous n'avez pas de questions, je peux finir en vous présentant quelques outils que je trouve intéressants et après répondre à vos questions parce qu'il reste 20 minutes. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais enchaîner sur les outils. Alors, les meilleurs outils d'IA générative, c'est de texte. Donc, comme je vous dis, pour vous, je pense que les outils qui auront le plus de valeur seront des outils ou seront des fonctionnalités qui seront intégrées à vos outils métiers que je ne connais pas spécialement. La question, c'est qui sera le plus réactif, quel éditeur sera le plus réactif pour intégrer ça et comment ce sera intégré. N'hésitez pas à passer chez la concurrence si ils sont plus performants que les autres. Et moi, ce que je vous présente, c'est vraiment des outils qui s'utilisent en ligne avec des données que vous devez extraire de vos outils métiers ou pas pour lui demander un traitement particulier. Donc, les outils que j'utilise, d'ailleurs, je vous donnerai après différents liens pour vous donner les ressources utilisées. Globalement, ChatGPT reste encore le meilleur, idéalement version payante, parce que le modèle 4O est très intelligent avec une grande fenêtre de contexte. ChatGPT génère du texte, il gère les fichiers, comme je vous ai fait voir, il gère aussi les URL où il peut lire le contenu d'une page web et il gère la navigation sur Internet. Donc, il est assez complet, j'allais dire, en termes de fonctionnalité. Ensuite, vous avez Mistral, c'est nos petits Français, qui est là, qui fait à peu près la même chose et qui est gratuit et qui est illimité. Donc, la version gratuite de Mistral est plus performante que la version gratuite de ChatGPT une fois que vous avez plus accès à GPT-4o, je vous le dis. Voilà, parce que le modèle est intelligent et a une grande fenêtre de contexte. Message illimité, il génère du texte, il gère les URL, mais il ne gère pas les fichiers, par exemple. Et il ne navigue pas sur Internet. Après, vous avez Poké, un autre modèle, un autre site qui est en fait une interface unique pour utiliser différents modèles. La première question que j'ai eue, c'était sur Llama 3. Donc, comme je disais ici, le modèle le plus utilisé, c'est Llama 3 70B et pas 7B. Pourquoi? Parce que c'est un modèle plus gros et qui est plus pertinent. Et donc, ici,
on peut utiliser ce modèle. On est limité en termes de messages, mais globalement, vous avez à peu près 40 ou 50 messages par jour, ce qui est largement suffisant. Et vous avez la possibilité d'uploader des fichiers. Ça ne marche pas trop bien, mais visiblement, on peut lui donner des consignes en vocal. Ça vous évite d'écrire. Alors, j'ai d'autres questions. Non. Voilà, et vous avez Corcel qui n'est pas très connu, mais qui est assez intéressant. Pareil, c'est gratuit. Qui permet d'accéder à des modèles comme GPT-4, Claude 3 Opus, Llama 3, etc. Donc, c'est exactement la même interface. Hein. Vous posez des questions, vous choisissez votre modèle ou pas, et vous avez ici votre historique, qui n'est pas très connu, mais qui est puissant, gratuit et qui génère du texte. Ensuite, pour tout ce qui est images, vous avez Adobe Firefly, qui permet de générer des images, 25 par mois, je crois, et qui fait des choses plutôt sympas. Photo d'une... Donc là, je lui demande de me réaliser une photo. Vous avez Stable Diffusion, qui est pas mal aussi, qui est gratuit. Je vais lui demander la même chose. Donc voilà, donc je lui ai demandé les photos d'une femme dans les rues de Londres. Ça fait peut-être Londres. Donc il fait des photos, c'est quand même assez photoréaliste pour illustrer des posts, réseaux sociaux pour articles de blog, newsletter, etc. Franchement, ça fait le taf et c'est gratuit. Stable Diffusion, il m'a fait ça. C'est pas mal aussi. Alors ça, c'est gratuit et illimité, Stable Diffusion. Je vous enverrai les liens vers les ressources. Celui-là est pas mal aussi. Playground. Alors, je vous fais volontairement des photos parce que c'est le plus difficile aujourd'hui à générer. Il est où? C'est lui. Et vous avez Dali avec ChatGPT qui fait aussi des images quand on lui demande, version payante. Donc voilà ce que nous fait Pau. C'est pas foufou. On voit que c'est un peu plus image de synthèse. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que il y en avait un qui était pas mal. Et je ne l'ai plus en tête, c'est pas grave. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que tous ces modèles vont continuer à évoluer et bientôt générer une image de qualité professionnelle sera gratuit, ça finira tout gratuit. Et tous les modèles seront, à mon avis, finiront par être gratuits. Alors, j'ai encore des questions. Alors, donc Jean-Baptiste, je répète pour les confrères la dangerosité de faire un contrat non validé par l'ordre et l'assureur MAF. Oui, et ça, merci Jean-Baptiste. Ça rebondit sur le fait qu'il faut toujours vérifier, évidemment, les infos qui sont générées, sachant que je crois que j'avais vu une dernière stat, il y a 35% des étudiants qui utilisent, alors 75% des étudiants utilisent ChatGPT pour faire simple, et 35% ne relisent pas ce qui est écrit et le livrent sans le relire. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Donc, évidemment qu'il faut relire les modèles, et quand c'est du juridique, évidemment, il faut faire attention. Existe-t-il des IA gratuites qui peuvent modifier des images? Par exemple, on fait un croquis et la modifie pour faire une image de meilleure qualité. Alors, aujourd'hui, les outils sont des outils d'IA générative. Ils peuvent se baser sur une structure d'image pour représenter une image en gardant cette structure. Mais ils ne peuvent pas, aujourd'hui, modifier une image. En gros, pour modifier une image, il faut la faire générer, par exemple, par ChatGPT, sélectionner une partie de l'image et lui demander de la modifier. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Lui, Adobe Firefly, on peut lui donner une image et on peut lui dire modifie
cette structure, je sais pas si ça va marcher, de maison pour la refaire avec 4 pièces. Je suis pas sûr que ça va marcher, mais globalement, il peut se baser sur la structure d'une image. Donc, si vous vous rappelez, c'est l'image qui la maison pour une famille de 4, classe moyenne, avec la piscine incorporée. Et... donc, n'était pas du tout... bon, je sais pas ce que ça vaut, mais il m'a pas fait 4 pièces déjà. Voilà, il m'a pas fait 4 pièces, mais il s'est basé un peu sur l'image. En fait, ce qu'on voit, si je peux reprendre l'image, c'est que, ça c'est la seule chose qu'il sait faire, c'est que globalement, on voit que la vue, elle est un peu de 3/4, qu'elle est en 3D, et donc on voit qu'ici, il a gardé la même vue de 3/4 en 3D en mettant un peu d'herbe devant, donc il a gardé la structure, et il a généré en utilisant la même structure. Donc ça, c'est un peu les seules choses qu'on peut faire aujourd'hui, ou modifier une partie de l'image. Mais comme ça génère de l'image, le problème, c'est que quand vous faites générer une image par ChatGPT, pour faire simple, il va d'abord la décrire. Je ne sais pas si j'en ai une là. En fait, quand il vous donne une image, il la décrit et après il la réalise. Ça veut dire que globalement, ici, alors je ne sais jamais où c'est, mais on peut voir... elle est là. Donc en fait, ça c'est le prompt. Quand je lui ai donné la description de l'image, lui, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a généré un prompt qu'il a ensuite donné à DALL-E, et c'est DALL-E qui a généré l'image à partir de ce prompt. Donc quand vous donnez une image à un outil d'IA générative, entre guillemets, il la lit, il l'analyse, et si on lui demande de modifier quelque chose, il va refaire une description avec la modification que vous avez demandée, et il va régénérer une image à partir de rien, et donc forcément, elle ne sera pas identique, elle sera proche, mais pas identique à la vôtre. Parce que c'est des outils d'IA générative, ça génère l'image. Peut-on faire un prompt par reconnaissance vocale? Alors oui, ça c'est dans les apps. Dans les applications, vous avez la possibilité, donc il y a 2 applications, d'ailleurs ça fait la transition. Il y a 2 applications que vous pouvez utiliser qui sont gratuites. La première, c'est Microsoft Copilot, donc sur iOS ou sous Android, qui peut, vous pouvez prendre des photos et par exemple retranscrire des notes manuscrites. Alors l'interface est très simple, hein. Je n'ai pas besoin de vous le montrer. Vous pouvez prendre la photo par exemple d'un bouquin à la FNAC et lui demander rapidement de résumer ce bouquin. Vous avez la fonctionnalité diction. Donc, au lieu de le taper comme ça dans la rue, et ben, comme tous les téléphones, vous cliquez sur le micro et vous lui dictez votre prompt, lui il écrit et après vous l'envoyez. Vous pouvez utiliser la fonction de géolocalisation, lui demander quels sont les restos indiens à proximité, tout simplement. Il va vous lister les restos indiens avec les notes, etc. En lui demandant avec le vocal, et on peut aussi générer des images, comme on a vu avec Microsoft Designer. Donc ça marche pas mal. L'appli Copilot, elle est bien faite, elle est gratuite, elle utilise le modèle GPT-4 et elle fonctionne plutôt bien. Donc vraiment, vous pouvez la télécharger, elle fonctionne bien. Et vous avez ChatGPT qui, alors cette version actuelle, elle est pas mal parce que on a la possibilité d'avoir une discussion globalement. C'est pas fluide, mais c'est un peu comme ça. Je vais vous faire voir. Salut, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Jérôme, je vais très bien. Merci. Et toi, comment vas-tu? Moi, je vais plutôt bien. Je suis en train d'animer un webinaire sur l'IA générative pour des architectes. C'est super. Les architectes doivent trouver l'IA générative fascinante et utile pour leur projet. Quel sujet spécifique abordes-tu dans ce webinaire? Alors, on a parlé de planches d'ambiance, mais apparemment, c'était pas foufou le résultat. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner? Pour améliorer les planches d'ambiance avec l'IA générative, voici quelques conseils. 1. Clarté et précision des prompts. Assure-toi que les descriptions utilisées pour générer les images sont très détaillées. Bon, voilà, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas sur les autres, c'est qu'on peut discuter. Alors, c'est très séquentiel, mais la nouvelle version, elle est assez démentielle, en fait. On a vraiment l'impression de parler avec une personne. On peut le ou la couper. Choisissez votre voix.
Et surtout, il y a beaucoup plus de sentiments dans la voix. Et ce modèle, entre guillemets, a une vraie personnalité. Donc, volontairement, c'est plutôt quelqu'un d'enjoué, quelqu'un qui a de l'esprit, quelqu'un qui a la répartie, qui est très empathique. C'est un peu la personnalité qu'ils ont décidé de donner. Et ça, évidemment, je veux dire, on n'est pas bête, c'est que derrière, vous vous accrochez pas à quelque chose de neutre. Quelque chose de neutre, il est utile, mais par contre, vous vous accrochez à, entre guillemets, un outil qui simule le comportement humain, mais qui a une vraie personnalité. Et c'est pas par hasard qu'ils ont choisi cette personnalité. Je pense que ça colle à, bref, 80% des gens, quoi. C'est super agréable de discuter avec il ou elle, ça dépend. C'est vraiment une discussion qui est très agréable et on en ferait presque son ami. Il y a des vidéos sur Internet, sur le site d'OpenAI qui vous montrent ce que ça peut être. Quand ça va arriver en France, ça va être, je suis très impatient de la voir, mais c'est assez bluffant et ça va un peu changer notre manière d'utiliser notre smartphone réellement, parce que vous avez la possibilité aussi de lui faire voir ce que vous voyez. C'est-à-dire que si là, je prends mon téléphone, je lance ChatGPT avec la nouvelle version et que j'active la caméra, je peux lui dire est-ce que tu penses que je suis bien habillé pour organiser un webinaire? Et je pense qu'elle va me dire oui, je vois que tu es bien coiffé, que tu as mis un petit blazer, qu'il y a la pochette qui est raccord avec le t-shirt est un peu froissé, et donc elle va pouvoir être avec moi dans la pièce, entre guillemets, voir ce que je vois, avoir mon contexte, et donc participer un peu comme une vraie personne pourrait le faire dans ma vie en étant pas là physiquement, mais au moins en ayant la capacité de voir et d'entendre ce qui se passe autour de moi. Donc ça veut dire qu'en termes de sens, ils lui ont donné, entre guillemets, la vue, l'ouïe, donc les deux les plus importants, parce que le toucher, bon, on s'en fout un peu. L'odorat et le goût, bon, c'est pas ce qui est le plus important. Et voilà, donc la nouvelle version sera vraiment intéressante. Donc je vous suggère de l'installer. Elle n'est pas encore arrivée en France, mais on a hâte qu'elle arrive. Autre question, c'est comment fonctionne Midjourney. Alors, Midjourney, il galère un peu. On est toujours sur une structure qui est basée sur Discord, pour ceux à qui ça parle. Alors moi, j'ai pas d'abonnement Midjourney, parce que j'utilise assez peu la génération d'images. Mais globalement, donc je pourrais pas vous le montrer, mais je vais vous montrer l'interface. C'est pas la plus... Ça, c'est ce que j'ai pu générer avec Midjourney. Et on dirait que j'ai fait des trucs pour les architectes. Alors... Ouais, en fait... Bon, je peux pas créer apparemment. Non, même pas. Bon, bah en gros, c'est une interface à la... que j'ai dit, Discord. Je pensais l'avoir. Donc ça va ressembler à peu près à ça. Et c'est un chat avec des channels, c'est pas ultra explicite, c'est pas ultra simple à utiliser. Si vraiment vous galérez, donc en l'occurrence, si vous galérez à utiliser Midjourney, eh ben, vous pouvez utiliser, comme moi je fais, ChatGPT, hop, en lui disant fais-moi un prompt Midjourney à partir de celui-ci. Donc là, il va vous faire quelque chose qui est un peu plus Midjourney. Donc, il m'a fait ça. On voit à la fin qu'il utilise 16 neuvième, la V5, moins Q2, donc il enlève des choses, etc. Donc voilà, si vous galérez à utiliser Midjourney, franchement, c'est un outil super puissant. Globalement, décrivez votre image sous ChatGPT et dites-lui ce que j'ai fait là. Fais-moi un prompt Midjourney pour réaliser cette image, 2 points, et vous décrivez votre image. Vous avez aussi la possibilité de lui uploader une image. Donc ici, notre... elle est où? Elle est là. Je lui donne l'image et je lui dis décris-moi. Alors bon, c'est con parce qu'on est dans le même contexte. Donc je vais prendre une nouvelle.
une nouvelle session. Et donc, vous pouvez récupérer une image sur Internet. Vous lui demandez de la décrire. Vous lui demandez de générer le prompt Midjourney pour refaire cette image avec Midjourney. Vous refaites l'image avec Midjourney et du coup, comme c'est une image créée de toute pièce qui s'est inspirée d'une autre image, par définition, il n'y a pas de droit d'auteur, elle vous appartient. Donc ça permet comme ça de pouvoir reproduire de manière assez similaire une image. Donc voilà, donc là, il m'a décrit l'image en fait. Et donc, je vais lui dire maintenant, réalise, j'aurais même pu le faire directement, le prompt Midjourney pour refaire cette image. Et du coup, ben, l'image, elle devient la vôtre, elle est libre de droit. Et il va me faire à peu près la même chose. Donc voilà, c'est une manière comme ça de... Bon, là, il ne me l'a pas fait de la même manière. Il faudrait que je redemande un peu plus... Ah non, là, il me dit ce qu'elle doit inclure. Bon, là, il ne me l'a pas fait, par exemple. Je pense qu'on est pas mal. Alors, je suis assez surpris d'avoir tenu les 2 heures. C'est la première fois que je fais ce webinaire. Globalement, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous souhaitez, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, Jérôme Iavaron. Je publie régulièrement. Là, je suis en train de publier pas mal de vidéos sur l'art du prompt, comment apprendre à prompter. Donc, je publie régulièrement des choses. Vous pouvez aussi me poser des questions par LinkedIn hein, si vous avez besoin. Je vous mets mon mail au cas où, si vous avez des questions. Et voilà, juste pour info, j'ai aussi créé une formation à prix libre que je mets donc à prix libre. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Qui vous permet d'accéder à, donc ici sur le site e-Academy, je vous mettrai aussi les liens. Donc ici, vous mettez simplement le prix, ça c'est le prix public, mais vous mettez le prix que vous voulez mettre. Alors, vous avez même la possibilité de mettre 0 si vous êtes pas prêt à payer. Je ne m'offusque pas, j'ai aucun souci là-dessus. Mais vous pouvez mettre un prix libre et accéder à une formation qui dure à peu près 5 heures et qui fait une 50aine de vidéos et qui reprend les grands concepts de l'IA générative, l'art du prompt et comment l'utiliser au quotidien dans pas mal de tâches administratives. Alors, c'est pas focus architecte, évidemment, mais ça vous permet comme ça de pouvoir vous former en 5 heures, donc c'est pas trop long. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous dis, c'est même gratuit. C'est même gratuit si vous voulez le faire. Voilà, et je vais laisser la parole à Gaëlle en espérant avoir répondu au mieux à vos attentes. Oui, grand merci à Jérôme Liavaron. D'une part, déjà pour la découverte de ce champ de pratique, ou plutôt nouveau continent. J'ai bien entendu aussi la dernière partie de votre intervention. On est vraiment sur un nouveau continent, je pense, hein, qui va évidemment changer les pratiques professionnelles, mais pas que. Par ailleurs, je vous remercie grandement pour votre agilité, très grande agilité, du fait que vous avez répondu à l'ensemble des questions qui vous ont été posées. Et surtout, vous avez donné à voir votre activité en in situ, en temps réel, au creux de l'action. Et moi qui viens de ce champ de pratique et l'analyse d'activités professionnelles, de fait, j'y étais particulièrement sensible. Et donc, chapeau bas. Que dire d'autre? Eh bien, merci à toutes et à tous pour vos questions. Jérôme, pour vos réponses, hein, particulièrement précises. Et on va se quitter là, peut-être. Et ben, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, besoin d'infos, à contacter Gaël ou moi. Je veux dire, on reste disponible dans notre capacité de temps et d'emploi du temps.